Allez Rabotai, bonsoir à tous, Brouchim Abaïm, bravo, bienvenue aux nouveaux, re-bienvenue aux anciens qui reviennent, Rifouach Lema pour ceux qui sont là uniquement parce qu'ils avaient mal quelque part et ils sont venus remplir la soirée. Ça nous fait plaisir que tu sois là en tout cas. Bezrat Hashem, on dédie le cours comme d'habitude, donc pour les noms qu'on a cités tout à l'heure pour la Rifouach Lema, on dédie le cours Bezrat Hashem pour l'Atzlacha des soldats. Et que Bémet on entende des bonnes nouvelles et que Alvaï que cette guerre c'est pas nous qui allons la terminer. Et là, Mashiach Tzidkenu, Amen Kenny Ratson. Vous savez, j'ai entendu cette semaine que les gens il faut qu'ils comprennent que la dernière guerre de Gog et Magog, c'est pas nous qui allons la faire. C'est le Mashiach. Nous on sera, comment on appelle ça? Spectateur, complètement. Hachem ilachem lachem ve'atem tacharishon. Comme il y a eu en Égypte. Est-ce que nous en Égypte on a pris les armes? Est-ce qu'en Égypte on a levé le petit doigt contre des gens qui nous ont exploités, assassinés, meurtris, qui nous ont détruits physiquement et moralement? Est-ce qu'on a levé le petit doigt contre eux? C'est quand je pense à ça, c'est quelque chose de fou quand même. En Égypte, l'exil, c'est l'exil qui figure dans la Torah écrit noir sur blanc. Il a été horrible, il a été terrible. On n'a pas levé le petit doigt pour s'en sortir. On a fait une seule chose. On a crié. On a crié à Kadosh Baruch Hu. Quand une personne elle est consciente que elle-même elle peut rien si Hachem il va pas l'aider, ou je vais aller encore plus loin, une personne elle peut rien si Hachem il décide pas de prendre les choses en main. Comme ça on a clarifié l'histoire. Alors à ce moment-là la chose elle va se débloquer. Mais si toi tu es là, tu crois que tu tiens le gouvernail, tu crois que tu tiens le joystick de quelque chose, je me dis vas-y débrouille-toi. Mais quand le gars il est capable, écoutez bien je veux dire, ça veut dire bon c'est trop facile de crier, je laisse Hachem tout faire. Vous n'avez même pas idée à quel point c'est difficile de faire ce qu'on appelle le lâcher-prise. C'est une force. C'est une force qui fait peur de dire je ne contrôle rien, je laisse ma vie en pilote automatique. Alors ça veut dire que tu vas te lever à midi, et que tu vas dormir à 4h du matin, et que tu vas claquer ton oseille dans les plus beaux restos, et le 4 du mois tu as découvert, tu te dis bah attends je comprends pas. Et ça j'aime gérer ma vie, pourquoi ça marche pas? On parle pas des débats. On parle à des gens normaux. Tu fais ce que tu as à faire, tu te lèves, tu fais ta ishtadlout, tu vas bosser, tu essaies de kover Haïtim la Torah, tu essaies d'être un mec bien, un mec qui essaie de se donner les moyens d'arriver dans sa vie, mais tu peux pas après t'en vouloir, et tu dois pas t'en vouloir si les choses ne se passent pas comme tu le veux, parce que c'est pas toi qui décides. Et la preuve c'est quoi? C'est que les bénis Israël ils sont sortis de leurs plus grandes galères qu'ils ont connues dans leur vie. Ils ont eu les plus grands yeshuot de leur vie en faisant quoi? Rien. En faisant quoi finalement? En priant. On le voit en Mitzrayim, on le voit à Purim. Qu'est-ce qu'ils ont fait les bénis Israël? Ils ont jeûné. Ils ont prié pour que Esther elle arrive dans sa mission. Elle a parlé à Achashverosh, tac, 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 les événements ils se sont enchaînés. C'était impossible de s'en sortir. Et pourtant, Vena Aforu. Et on ne cessera de parler de ça jusqu'à la fin du mois de Hadar, dès qu'on aura l'occasion, à travers les Shiurim. On a 2 mois de Hadar, on l'a dit plusieurs fois, Yisrazal, même comme il dit la Gemara, c'est comme ça qu'on tranche à la Khalima assez. Quand on a 2 Hadar, Hadar Aleph, Hadar Bet, lequel est-ce qu'on va garder en tant que Hadar? On a l'habitude en faisant Purim, Tanit Esther, Mishloach Manot, Matot Laivionim, Kirat Megillah, etc. Toutes les mitzvot, c'est Hadar Bet. Pourquoi? Parce que la Gemara dit parce qu'on va toujours prendre le Hadar qui est proche de Nissan et pas le Hadar qui est proche de Shvat. Pourquoi? Parce qu'on veut être sommaire, Géoula de Purim avec la Géoula de Mitzrayim, avec les miracles qu'on a eu à Purim et les miracles qu'on a eu en Égypte. C'est la Gemara dans Maseret Megillah qui dit ça. Ok? Mais il dit Srazal que la Simcha et le Koach de Yeshuot, la force de miracle extraordinaire qui se passe dans tout le mois de Hadar, qui est le mois qui sourit le plus au Ham Israël, quand on a 2 Hadar, eh ben on a 2 fois plus. On a un quota qui est multiplié par 2 de miracles possibles. Mais à quelles conditions? D'être capable d'y croire, d'être capable de dire à Kosh Baruch Hu, c'est pas moi le patron, c'est toi. Je fais justement ce lâcher prise. Alors, Bezrat Hashem, que cette guerre elle va se terminer comme on a dit par le Mashiach et qu'on niske, Hashem ilachem lachem, ve'atem tacharishun, amen kenyi ratzon. C'est pour ça que la guerre est maintenant. Hein? C'est pour ça aussi que la guerre est maintenant. Moi je vous dis personnellement, quand je vois ce qui se passe, moi j'étais certain avant d'écouter, mais si attends, mais ça, une guerre comme ça, c'est certain que l'issue, il va être, on peut, je sais pas, ça veut dire, il peut pas avoir une autre issue que la Géoula à travers ça. Mais quand j'entends ça, ça veut dire que cette guerre, c'est peut-être uniquement encore une préparation à la Géoula. Mais là, encore une fois, ça veut pas dire que nous, on va souffrir plus, parce que si c'est le Mashiach qui va nous faire cette guerre, Baruch Hashem, il y aura pas de Chayalim qui vont tomber, il y aura pas de soldats qui vont tomber en combat, il y aura pas de Khatoufim, il y aura pas de ces choses-là. Il y aura pas de kidnappés, il y aura pas des gens qui sont portés disparus. C'est le Mashiach qui va entre guillemets, qui va se salir les mains, il va dire, bon non, vous restez assis, vous priez. Hein, quand il y a eu la guerre également avec Amalek, qu'est-ce qu'il a fait Moshe Rabbeinu? Moshe Rabbeinu, il levait les mains au ciel et il priait.
Quand Moshe avait levé les mains, il levait les mains au ciel, les bénis Israël, ils voyaient les mains de Moshe, ils avaient la émouna à Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qui se passait? Ils gagnaient la guerre. Mais quand on détourne nos yeux d'Akadosh Baruch Hu, et on a l'impression que nous on fait les choses, bah, du coup, on se rend compte réellement de notre réelle valeur. Et elle n'est pas si grande que ça. Ok? Bon, c'était une petite intro. Rabotaï, ce soir, le thème, c'est quoi? Le regard des autres. Le regard des autres. À quel point le regard des autres, il est important dans ma vie? Et je vais essayer de préciser un petit peu le thème. Le thème ce soir, ce sera à quel point la suspicion des gens, elle est importante dans ma vie ou pas. Est-ce que, à votre avis, est-ce que vous pensez qu'une personne dans sa vie, elle doit calculer ce qu'on appelle le quand dira-t-on? Si je fais ça, ils vont dire ça. Et si je dis ça, ils vont faire ça. Et si je m'habille comme ça, ils vont parler comme ça. Un petit peu. Vous vous dites un petit peu. Vous allez voir comment on va essayer de toucher au vif du sujet. Ça dépend aussi de notre statut. Par exemple, regardez, je vous pose une question. Je ne dis pas qu'on va la traiter ce soir à l'Echalema parce que c'est pas un truc qu'on va répondre en 5 minutes. Mais imaginez, c'est une question qui est très répandue, qui arrive très souvent. Imaginez un jour, dans le cadre de votre travail ou autre, vous devez faire ce qu'on appelle une guicha iskit. Donc, vous devez faire une rencontre de travail. Et en général, quand on veut un peu détendre l'atmosphère, on vous a rendez-vous dans un restaurant. Ok? Donc, ça s'arrange. Tout le monde, on fait passer ça en plus en frais de société. Ouais. Et là, quand tu travailles avec des fâches, ça va. Tu choisis le resto, tu vas chez lui, c'est très bien. Mais quand tu travailles avec des non-juifs, et que c'est eux qui fixent le rendez-vous, alors je ne sais pas exactement comment ça marche, qui fixe quoi, ben, ça arrive très souvent que des juifs, au travers de leur travail, ils vont être appelés à rencontrer des non-juifs et parler business dans un restaurant non cachère. Rav, est-ce que j'ai le droit d'aller dans un restaurant non cachère pour m'asseoir en mangeant peut-être quelque chose qui est autorisé à manger? Et ça, je vous dis la vérité, c'est hyper compliqué. Parce que ce que les gens ne savent pas, encore une fois, je ne fais pas un cours de cache-route ce soir, parce que même c'est un cours bifnatzmo, mais ce que les gens ne savent pas, c'est qu'il y a des tonnes d'halachot qui concernent la cache-route, à part le fait que je ne peux pas manger une viande qui est non cachère et à part le fait que je n'ai pas à mélanger le lait et la viande. Tu me dis, bon, bah, je prends une salade. Ça va, la salade, il y a quoi dedans? La salade, bah, elle n'a pas été vérifiée. Tu bouffes à chaque fois des verres et c'est chaque fois un lave et une mitzvah négative que tu as enfreint, que tu as enfreint. Donc tu as pris une salade verte, rassa, comment on dit, la mâche, des trucs comme ça, bah tu as mangé un nid de petites bêtes. Et ça c'est d'avérote sur d'avérote. Ah mais est-ce que je peux prendre un poisson? Je le dis, il met sur l'aluminium, il met sur un gris, mais qu'est-ce qu'il va avoir dans ses mains au moment où il va te toucher ton poisson? Il a eu de la graisse, il a eu du beurre, il a eu des choses interdites. C'est très compliqué. Donc sachez une chose, quand vous allez dans ce genre de restaurant, si vous devez y aller, encore une fois, ce soir, je ne vous donne pas à la Khalemaasé parce que c'est Kol Mikre, comme on dit, Kol Mikre les gouffos. Chaque cas, il est à part. Il faut aller demander à son rave. Si vous n'avez pas de rave, bah, c'est le moment de vous en faire un. Et dit Birkat Avot, assez les rave. Il faut se faire un rave. Pourquoi? Parce que le rave, il est là pour trancher quand tu ne sais pas quoi faire dans ta vie. Rave, je dois aller au restaurant. Je peux manger, je ne peux pas manger. Je peux y aller ou je ne peux pas y aller? Non, tu parles de manger. Est-ce que je peux y aller? Est-ce que je peux me faire voir là-bas? Les gens, ils me connaissent. Attends, mais c'est John de la Sina, ça. Ah, c'est ça le mec, il met la kippa, il a les péotes et tout. Regarde le mec, on le voit assis dans un bar à sushi japonais, complètement non caché. Tu dis quoi? Ouais, mais c'est du poisson, ouais, c'est ça le religieux. Comment les gens ils vont voir? Ils savent pas qu'est-ce que tu manges pas, qu'est-ce que tu as commandé. Ok? Imagine un jour tu vois un rabbin dans un McDo. Je vous promets, le mec demain il fait un appel au don pour sa synagogue, il y a personne qui va donner. Il y a un souci, n'est-ce pas? Maintenant, elle est où la limite? Est-ce que moi je dois faire tellement cas du regard des autres, du critique des autres? Mais tu vas dire, Enna Davarsov, bah ça n'a pas de fin. Là, je dois faire attention. Si là, la Khaleb autorise ou pas, je peux le faire. Mais c'est pareil dans tout. Imaginez, vous prenez demain une synagogue. Ouais. Il y a celui qui est Achaya avec sa fille, mais le responsable, le trésorier, le responsable des comptes. Alors, c'est lui qui gère ce qui rentre, ce qui sort, etc. Est-ce que vous pensez que lui, il a un devoir, il a une obligation de donner à la fin du mois ou à la fin de l'année un compte rendu sur les entrées et les rentrées et les sorties de la synagogue et les dépenses? Est-ce qu'il a l'obligation de le faire? Toi, tu dis oui comme ça? Je pense. Bah, la Khalema assez, tu verras qu'on n'est même pas obligé. Vous comprenez? Mais la question, c'est pourtant, voilà, aujourd'hui on le fait, on suspecte, on le fait, etc. Et le gars, il se sent pas à l'aise quand on lui a dit, ouais, mais il est rentré, vous avez rentré une tonne d'argent, tu connais? Il y a une tonne d'argent qui est rentrée dans les fêtes. Comment c'est que maintenant, vous dites, on n'a pas d'argent pour payer les apéros, pour payer ci, pour payer ça, pour refaire une teva, pour refaire une parochette? Où va l'argent? La question, c'est, est-ce que je dois faire cas de ça ou pas? Et pareil, une personne dans sa famille. On commence à le regarder, à le suspecter. Donc on va essayer de comprendre ce soir ce point-là. Paracha, cette semaine, on a Vayakel. En général, Vayakel et Pekoudé, vous savez qu'elles sont en général Mechoubarot. Du fait qu'on a deux Hadar, évidemment, on s'étale dans le temps, donc aujourd'hui, on n'aura pas de parachiotes jumelés, justement, entre guillemets, pour gagner du temps dans les parachiotes. En général, quand elles sont liées ensemble, on lit également Pekoudé qui va avec Vayakel. Vayakel, on parle
de la construction du Mishkan. On va parler également des Ilchot Shabbat, qui est très intéressante. Pourquoi est-ce qu'on a mêlé, on a juxtaposé les Ilchot Shabbat avec la construction du Mishkan pour nous dire que quoi? Que même la construction du Mishkan est Nodoché Shabbat. Que même la construction du Mishkan ne pouvait pas repousser Shabbat. D'ailleurs, d'où est-ce qu'on apprend les 39 travaux interdits à faire pendant Shabbat? On l'apprend du Melechet Mishkan. Tout ce qu'on a fait dans le Mishkan, en tant que travaux pour construire le Mishkan, on a fait un copier-coller qu'à partir de ça, ce sont les 39 travaux, on va appeler ça mer, qui sont interdits à faire Minatora. Et en plus de ça, de là vont découler d'autres travaux qui vont être des Rabbanan, etc. Et de là, on va apprendre que même ça, on n'a pas le droit. Et c'est comme ça qu'on a formé aujourd'hui tout un chélek dans Shulchan Aruch qui s'appelle les Chot Shabbat. Et on apprend toutes les halachot asurot de Melechet Mishkan. C'est pour ça que c'est juste à poser. Dans Pekoudé, on arrive, qu'est-ce qui se passe? Une fois qu'on a fini le travail du Mishkan, et là, Moshe, il fait un truc très intéressant. Il va apporter un dor, un compte rendu des dépenses qu'il y a eu pour le Mishkan, les rentrées et les sorties, l'or, l'argent, le bronze, où chaque centime est passé. Maintenant, Moraï Verabota, une question. Demain, Baba Salé, il te dit, donne-moi de l'argent, parce que je dois construire une synagogue. Et il Nishmat mon grand-père, et Nishmat mon père. Donc déjà, si tu participes, Baba, t'as un srou, tu l'embrasses les mains et les pieds pour participer à la mitzvah. Les gens, ils vont se battre pour participer à la mitzvah, on est d'accord? On peut passer les demain, il me dit, j'ai pas, je vais emprunter à la banque pour lui donner. Maintenant, est-ce que vous pensez que je vais lui demander un compte rendu des dépenses? Est-ce que je vais lui dire, t'es gentil, tout ce que t'achètes, tu sors une Kabbalah? Ouais. Tu me check chaque chose à côté ce que c'est, parce que moi je comprends pas trop le langage professionnel. Tu me dis, voilà, ça c'est du plâtre, ça c'est du ciment, ça c'est ça, ça c'est ça, ça c'est une truelle, ça c'est la main d'œuvre. Mais je veux voir exactement l'argent où je donne, où est-ce qu'il sort. Va lui demander. Maintenant, non seulement, entre guillemets, les Israéliens n'ont rien demandé, c'est Moshe lui-même, qu'est-ce qu'il fait? Il le donne, ce d'or. C'est le bon Moshe Olam. Il y a quelqu'un qui croit que Moshe Rabbeinu, il va détourner de l'argent. Moshe Rabbeinu, encore une fois, on parle de Baba Salé, c'est un grand sadique. Maintenant, à chaque fois que je vous dis ça, toujours je cite des rabbinim, c'est pas pour faire de comparaison. C'est que pour nous, on comprenne de qui il s'agit. Tu parles de Baba Salé, tu me dis, je tremble à l'idée de Baba Salé. Ok. Parle de son grand-père Rabbi Yaakov Bochatzera. Parle de son ancêtre, Rabbi Shmuel Lebas, qui a volé sur un tapis sur la mer. Tu dis, mais c'est pas possible, on parle de surhomme. Parle de Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Lubavitch. Rabbi, évidemment. Je peux pas citer tout le monde. Je te parle de Moshe Rabbeinu, celui qui parlait, Navi, Neheman, celui qui parlait à Kosh Baruch Hu, comme son pote, il parlait avec son pote, de visage à visage. Et tu me dis, non, mais. Parce que s'il a fait ça, c'est qu'il savait qu'ils allaient demander. Mais ils n'ont pas demandé. Ils n'ont pas demandé. Ils savaient que derrière, ils allaient demander. Peut-être les C'est bénéficiaires. pour dire que ils allaient le demander. regard il est important. Comme ça, il est sûr qu'il n'a pas d'Aïnara. Daïnara, pourquoi il n'a pas Inara? Ah non, ça veut dire Parce que j'ai Pourquoi l'impression il a- qu'il ce qu'il a fait avec l'argent, il y a non, toujours il- un c'est seul. une- C'est pas Inara, c'est pas C'est les Inara. marchavot. Ça, c'est la suspicion. C'est un Mais vrai la Inara. suspicion. ça- Aïnara, ça c'est je te va mets le pas. mauvais Et œil, Marshava, c'est un je suis Aïnara. jaloux de toi, comment tu as ci, comment tu as ça. C'est autre chose, c'est pas une question d'Aïnara. Là, c'est premièrement. Deuxièmement, mes amis, ça c'est très très intéressant. Comment, et on va essayer de comprendre ça pourquoi, Moshe Rabbeinu, vous allez voir à travers les psukim, quand il donne son compte rendu des dépenses, qu'est-ce qu'il fait? Il y avait trois matières premières, entre guillemets, qu'on avait amenées. Il y avait l'or, l'argent et le bronze. Zahav, Kesef, Nechoshet. Ouais, le cuivre. Quand tu vois le compte rendu, tu vois les dépenses sur l'argent, tu vois les dépenses sur le bronze et le cuivre, tu vois les rentrées d'or, mais tu vois pas les sorties. Tu vois pas les dépenses de la matière la plus importante, la plus coûteuse qui est l'or. Qu'est-ce qu'il fait Moshe? Il lui dit voilà, en argent, je te dis une bêtise, j'ai rentré 1000, j'ai sorti 1000. 1, 2, 3, 4, sur quoi c'est sorti. Le bronze, ça rentré 500, j'ai sorti 500. L'or, c'est rentré 4000, sorti, point d'interrogation. Si tu fais un d'or, Fais-le complet. si tu le fais ce compte rendu, tu le fais bien. Tu t'amuses pas à éveiller les soupçons. Donc Moshe, si, comme toi tu dis, tu fais un d'or, pourquoi? Pour sortir Naki, pour sortir propre des jeux, parce que comme toi tu as dit, Yoann, le mec il voulait pas avoir de problème, tu te mets dans les problèmes. Et Chazaï, on posait une troisième question, il dit le truc le plus fou c'est quoi? C'est que dans les dépenses du cuivre et du néchochette, il y a un truc que Moshe il a pas calculé, c'est quoi? C'est les dépenses du kior. Vous savez que le kior il était fait en bronze, il n'était pas fait en or, il n'était pas fait en argent. C'était quoi le kior, je rappelle? C'était le petit, on va dire appeler ça un ustensile avec deux robinets où lequel les Kohanim se lavaient les mains et les pieds avant de commencer la avoda au Mishkan. Cette dépense-là n'a pas du tout été comptabilisée. Donc quand tu vois ça, tu te dis, Baba, moi Moshe Rabbeinu je l'aime bien, mais il y a un problème. Si mec, il fasse rien que la Il y moitié. a un vrai problème. Et pire que ça, Moshe Rabbeinu lui-même, alors que c'était lui le responsable, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'était pas prêt à gérer la caisse tout seul. Qui l'a mis avec lui? Itamar,
Itamar ben Aaron à Cohen. Itamar, c'était qui? C'était également le fils de Aaron à Cohen. Aaron Cohen, il a eu 4 enfants, n'est-ce pas? Il a eu Nadav et Avihu, et Lazare et Itamar. Nadav et Avihu, les deux, ils vont être niftar dans Parashat Veikra avec l'histoire qu'ils ont emmené un feu étranger, etc. Peut-être on en parlera Bezrat Hashem quand on y arrivera. Ensuite, il en restait 2. Elazar, qui est devenu plus tard Cohen Gadol, après son père, et Itamar, son petit frère. Et Moshe Rabbeinu qui se tourne vers Itamar, lui dit, toi et moi, on va maintenant signer sur le compte rendu des dépenses qu'on a fait. J'ai besoin d'une deuxième personne. Pourquoi dans une synagogue, il y a plusieurs trésoriers, il y en a un. Au contraire, plus tu t'éparpilles, plus ça fait des problèmes. Donc on voit qu'à peine on commence à toucher à la paracha, où quelque part elle est censée nous apporter un repère de clarté, et tout de suite on voit qu'on s'en sort pas. Alors, je vous dis simplement ce qu'il dit là à Barbanel, et on reviendra dessus à la fin du cours. Il dit que la raison pour laquelle on n'a pas comptabilisé les dépenses qui ont concerné ce Kéli qu'on appelle le Kior, c'est parce que ça a été un cadeau qui a été amené par les femmes et pas par les hommes. Et donc c'est la raison pour laquelle on n'a pas comptabilisé, parce que ça n'a pas été le même don. Je veux dire, quel rapport? Ça a été un don quand même. Je vous dis, on laisse ça pour la fin, vous allez voir, Bémet, je garde le meilleur pour la fin. Maintenant, on va essayer d'avancer. Rabotai, c'est très très important ce qu'on est en train de dire maintenant, je vais vous dire pourquoi. Pourquoi est-ce que Moshe, il a pris Elazar avec lui? Et pourquoi est-ce que Moshe, il a eu besoin de rendre des comptes? Écoutez bien ce que je vous dis. Je vous lis le Midrash Rabbah. Je suis obligé de le citer parce que vous n'allez pas y croire sinon. Écoutez bien ce que je vous dis. Lama asa imahem cheshbon. Pourquoi est-ce que Moshe, il a rendu des comptes? Akajoru ma'amino. Ari Hashem lui-même, il place son confiance en Moshe. Chez Nehemar, Loken avdi Moshe bechol betin emanu. Tu imagines quand des bruits t'émanent sur une personne, il te dit, lui, Baba, tu peux avoir confiance. Des fois, tu vas rentrer dans une affaire. Tu vas investir dans un business, tu vas t'associer avec quelqu'un. Tu le connais un petit peu, de la signe à un ami, une recommandation. T'es pas sûr, maintenant tu vas mettre des billes dedans. T'es en train de jouer ta vie. Des fois, tu vas peut-être même tout miser. Le mec, c'est l'affaire de ta vie, ça va exploser. Dans 2 ans, on va être millionnaire. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas demander à un rave. Si t'es un mec normal, tu vas demander à un rave. Rave, ou bien tu sais quoi, tu fais mieux encore, tu l'amènes avec toi. Une histoire, au passage comme ça, des fois j'ai des petits trucs qui me viennent. Un jour, il y a un type qui était avec son meilleur ami. Ils sont partis voir un rave que je connais. Ils sont partis demander une question sur un business ou quoi. Et le rave, il lui pose 2 questions. Il lui dit, avec ta femme, ça va? Le mec, il dit, ouais, bon, ça va. Après, le gars qui t'a connu, il fait, lui, c'est ton ami? C'est ton ami, lui? Il dit, oui, on se connaît depuis 30 ans. Ok. Je ne me rappelle pas exactement de comment l'histoire s'est déroulée. Maïd Barer, que sa femme, elle le trompait. Avec qui? Avec cet ami. T'as compris? Si le rave, il arrive à voir des choses, c'est un laser. Quand tu veux faire un business, tu vas prendre le rave, tu dis, voilà, rave, très clair, on est amis, ça fait 30 ans qu'on se connaît, ça fait 20 ans, ça fait 5 ans. L'homme chané, on s'est rencontré dans un Shabbat plein. On veut faire un business, matim ou lomatim. Faut pas avoir honte, hein. Ah, mais quoi, tu me fais pas confiance, baba? Il y a aucun problème. Vous savez, moi, j'ai appris une règle dans ma vie. Tu peux connaître des gens, ils sont adorables dans la vie. T'arrives dans le travail, c'est d'autres personnes. T'arrives dans le business, tu les reconnais pas. Tu les connais Shabbat, ils sont sympas, ils sont détentes. Tu parles par d'argent, c'est que du kiff, c'est apéro, c'est je fais la tfila, mon fils il fait l'aftar avec ton fils, on se tape dans la main, on check, tout est super. Tu rentres dans le monde du travail avec eux, ils sont méconnaissables. Ah, quoi, tu me fais pas confiance? Non, c'est pas une question, je fais pas confiance. Moi, tout ce que je fais Alpidat Torah. Je veux savoir ce que le Chacham me dit. Je m'associe avec toi, je m'associe pas avec toi. Maintenant, imagine, t'as quelqu'un qui te dit, tu peux t'associer avec lui, n'aie pas peur, il te fera jamais à l'envers quoi que ce soit. Hachem, il a dit ça sur Moshe. Bechol Beti, dans toute ma maison. La maison d'Hachem, c'est le monde entier. C'est l'univers. Nehemanu. Il est cru. Il est de confiance. Alors il dit le Midrash, alors pourquoi est-ce que Moshe il a dû amener un d'or? Écoutez bien ça. Et là, Shama Moshe, qu'est-ce qu'il a entendu? Letzane Israël medabrim me'achorav. Les moqueurs dans le peuple qui parlaient dans son dos. Chez Nehemar, Vaya ki Moshe ou yarad amune anan. Il voyait, quand il voyait Moshe arriver, écoutez bien, quand il voyait Moshe aller à la rencontre d'Hachem pour parler avec lui, il regardait sa nuque, d'accord? Parce qu'il le voyait de dos. Umayu Omri, mais qu'est-ce qu'il disait, Machloket dans la Gemara? Vous êtes prêts ou pas? On parle de Moshe Rabbeinu. Rabbi Yochanan Omer, il y en a qui disaient, Shriola de tout. Quelle chance on a eu d'avoir un type comme ça, où toute sa vie, que je brouille parle avec lui, comme un ami parle avec lui. Ça, c'est bien. Mais qu'est-ce qu'il dit Raframa? Écoutez bien. Ayomrim. Kama shemen shamen orpo vetsavaro shel ben Amram.
Combien elle est grosse la nuque, elle est graisseuse la nuque du fils de Amram. Ça veut dire sous-entendu quoi? Moshe. Ouais, ça veut dire quoi? Une personne à l'époque, surtout quand il était gras, c'était un signe qu'il avait. L'oseille. C'est qu'il avait l'osé. Qu'est-ce qu'il disait? Il blindait le rabbin. Tu sais quand il bouffe bien à la maison? Lui, il crève pas de faim. Hein. Et ça s'arrête pas là. Vechavero onelo. Mais non, pour ça intéressant, faut être deux. Donc quand il disait à son pote, t'as vu comment il est? Tu as vu les 10 kilos qu'il a pris le rabbin là depuis qu'il est rentré au poste? Ça paye, hein? Qu'est-ce que lui dit son pote? Écoutez bien. Qu'est-ce qu'il lui répond? Il lui dit, mais baba, Adam sheshalat al melechet amishkan. Ena tamevakesh ashir. Il dit, mais qu'est-ce que tu veux? Un mec qui avait la main mise sur le financement du Mishkan, tu crois pas qu'il va pas être riche quand même? 3 petits points. Ça veut dire quoi? Le mec, il a fait une levée de fonds, il a pris la moitié, il a pris une bonne partie pour lui. Rabotaï, de qui on parle? De Moshe Rabbeinu. Voilà ce qu'ils disaient les gens sur Moshe Rabbeinu. Il le soupçonnait de quoi? Détournement de fonds. C'est ce que je te dis. Mais c'est de la folie. Qu'ils allaient parler, non, mais c'est pas qu'ils savaient qui parlait. Ils savaient qui il parlait. Mais est-ce que tu imagines? La question à Rabotaï, elle va être très très simple. C'est comment on peut arriver là? Et Moshe, tu crois que quoi? Dès qu'il a entendu ça, il a dit, ah ouais, moi j'ai pris l'argent, chayechem, je jure sur vos vies. Je vais vous donner un compte rendu de tous les détails. Pourquoi il n'a pas donné pour l'or? On va y arriver. Ouais. Si je te dis toi en 10 minutes, on se serre la main, on se dit merci, au revoir. Mais maintenant, sachez une chose quand même, c'est que malgré ça, Moshe n'était même pas obligé d'amener un d'or. Moshe n'avait pas l'obligation. Et je vais vous citer une Mishnah. Dans Shkalim. En atorem. C'est quoi un torem? Gizbar alishka be Betamikdash. C'était le trésorier du Betamikdash. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Écoutez bien. Quand il rentrait au Betamikdash, il devait arriver habillé d'une certaine manière. Il ne pouvait pas arriver lo nichnas lo beparkot rafot. Il ne pouvait pas arriver avec des habits dans lesquels il y avait des plis, et pas avec un manteau, et pas avec un habit dans lequel il y avait des poches. Pourquoi? De peur qu'il va s'enrichir dans sa vie, parce qu'il fait du business, parce qu'il a eu un héritage. Et qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'est-ce que tu crois? Comment tu crois que le mec il s'enrichit? Une enveloppe par-ci, une enveloppe par-là, ça se perd là, ça se perd là. Le mec, ça va très très vite la richesse. Blainara. Le mec il rajoute, je suis content pour lui, hein. Mais quand il a mis au Betamikdash, tu crèves pas de faim à la fin de la journée. Pour faire taire les gens, il fallait absolument que quoi? Que quand tu rentres dans le Betamikdash, tu peux pas cacher de l'oseille. Quand tu sors, les gens disent, non, c'est pas possible, il prend rien. Donc s'il a son argent, ça vient d'autre part. Le pasuk qui dit, Veitem nekiim me Hashem ou me Israël. Il faut qu'une personne, elle soit quoi? Elle soit propre. Elle soit propre aux yeux de qui? Aux yeux d'Hachem Et des autres. et aux yeux des gens, et aux yeux des hommes, aux yeux des gens. Il ne faut pas éveiller aucun soupçon. Ça, c'est très important. Le Rambam et Shulchan Aruch, ils vont trancher à la Khalema assez. Qu'une personne qui est responsable d'une caisse financière dans une synagogue, il n'a aucune obligation de donner un compte rendu des dépenses. Pourquoi? Il dit, attends une seconde. Est-ce qu'on choisit n'importe qui pour gérer la caisse d'une synagogue? Moi, demain, je monte une synagogue. Demain, je monte une synagogue. Il faut un mec qui va gérer, il faut un mec qui va gérer les montées, un mec qui va gérer les rentrées, il faut un mec qui va gérer tout. Est-ce que tu penses que je vais choisir quelqu'un que je connais depuis une semaine pour gérer les rentrées de la synagogue? Parce qu'il faut comprendre une chose, Rabotaï, hein. Ça, c'est hyper important. Quand vous voulez être un bon leader, il faut vraiment savoir déléguer. Mais, Il faut vraiment savoir déléguer. Pourquoi? Parce que quand tu délègues pas, Baba, ou même quand tu délègues mal, tu te retrouves à faire le travail de chacun, plus ton travail à toi. Mais tu as délégué, non, mais je ne lui fais pas confiance. Alors, prends quelqu'un qui t'a confiance. J'ai rarement vu dans ma vie des gens qui savent vraiment déléguer. Mais quand le gars, il sait déléguer, tu vois comment ça marche bien. Il choisit des gens de confiance, des gens compétents. Il va demander comme ça, peut-être, t'as fait ce que je t'ai fait la semaine dernière, c'est bon, c'est checké, ok. Il vérifie que le travail il a été fait comme ça. Oh, il va survoler, mais il va pas faire le travail avec toi, il va pas te prendre la tête. Quand tu prends demain un trésorier, tu dis, écoute, il faut que tu gères. Tu vas pas lui demander chaque semaine où est partie cette enveloppe, où est partie cette enveloppe, où est partie. Tu vas devenir fou. Tu vas rentrer dans la paranoïa. Tu vas te charger d'une charge de travail qui n'est pas censée être la tienne, et surtout, tu t'en sors pas. Qu'est-ce que tu voulais dire, Miguel? non, je voulais dire que même si on prend le meilleur dans tous les domaines, il y a toujours des gens qui vont dire lui, il est comme ça, lui, il est comme ça, lui, il est comme ça. Alors, je répète. On va développer ce que tu dis. Mais juste pour que, on va dire, te tranquilliser en attendant. Halakha, si j'ai choisi à la base quelqu'un de confiance, c'est pas un voleur, il a une bonne réputation, comme on dit, on connaît sa famille, on sait d'où il vient, le type, il n'a pas l'obligation de donner un compte rendu. Il dit, regardez, vous me faites confiance, truc. Vous voulez, je démissionne, je prends quelqu'un d'autre. Je n'ai pas d'obligation. D'accord? Et ça, c'est Shulchan Aruch et Rambam, mais je vais traduire. En dorshim cheshbon im gabay tzedaka, lo be'ekdesh im hagizbarim. On ne demande pas de compte rendu à ceux qui tiennent la caisse d'une synagogue. On le fait pas.
Et כשם שהגבאים צריכים להיזהר במה שידבר כדי שלא יחשדום, כך מוטל עליהם לכבדם ולא יחשדום אחרי שהבינו עליהם. Il dit non seulement eux, ils doivent faire leur travail comme il faut, mais nous, si on leur a fait confiance, on n'a pas le droit de les suspecter. Les seuls qui vont être un petit peu plus durs, ça va être les Ashkenazim. No comment. Le Tour et le Rama, c'est que le Rama c'est celui qui est tout le temps en guéguerre avec le Shulchan Aruch. Vous connaissez l'histoire du Rama? Le Rama, Rabbi Moshe Isserlich. C'est un type qui a vécu à l'époque du Shulchan Aruch du Beth Yosef. Ok, Rabbi Yosef Karo. Un, il était en Hatzfat, l'autre il était dans les Retz Ashkenaz là-bas en, je sais pas, il est en Pologne ou je sais pas où il était. En tout cas en Europe. Et lui, le Rama, il avait sorti son propre Shulchan Aruch. Donc le gars, il a fait comme Shulchan Aruch, il a passé toute la halachot, il a tranché. Il a entendu qu'il y avait un génie qui s'appelait Rabbi Yosef Karo, qui avait sorti le Shulchan Aruch, il a vu le livre, il a lu, il a été tellement impressionné de son œuvre, il dit à quoi sert que moi je vais sortir un livre? Il a dit non. Le Shulchan Aruch, ce sera lui, et moi je vais me mettre quoi en remarque uniquement sur son livre. Et comment le mec il s'est effacé. D'ailleurs c'est pour ça qu'on va les surnommer jusqu'à aujourd'hui. Rabbi Yosef Karo, on va l'appeler le Shulchan Aruch, c'est la table dressée, parce qu'il t'a tranché la halachot, tu ouvres, tu comprends. Et comment on va surnommer le Rama? Baal HaMapa, la nappe. La nappe qu'on vient poser sur la table. Donc, Shulchan Aruch et Rama, vous le verrez toujours. Shulchan Aruch dit ça, le Rama, des fois il est d'accord, mais en général il n'est pas d'accord. Qu'est-ce qu'il dit le Rama? Le Rama, il dit, il faut que Tov Lahem Liten Cheshbon. Il faut que les gens qui tiennent les caisses, c'est bien qu'ils vont faire un compte rendu. Mais si vous remarquez bien, même si eux, ils vont dire, Baba, tu veux pas de problème, fais leur compte rendu à la fin du mois. Mais ils exigent pas. Qu'est-ce qu'ils disent? C'est mieux. C'est mieux. Shulchan Aruch, il dit, tu calcules personne, tu n'es pas obligé, tu fais ton travail, ils n'ont pas de suspecté, tout va bien. Qu'est-ce qu'il dit Ashkenazim? Tu ne rentres pas dans les problèmes, c'est bien. Mais ça s'arrête là. Ça ne va pas plus loin que ça. Et la question, Rabotai, elle est, mais une seconde. Si toi, le Rama ou le Tour, de qui tu es en train maintenant de t'inspirer, de dire que c'est bien de donner un compte rendu? C'est de Moshe Rabbeinu, parce que tu vois que même si tu n'es pas obligé, il a donné. Alors pourquoi tu dis pas alors c'est une obligation? Alors voilà, écoute, même si de là on apprend que quoi, on aurait dû dire, même si on n'est pas obligé à la base, qu'est-ce qu'il a fait Moshe? Lui il a donné. À partir de maintenant, même nous on doit donner. Et qu'est-ce qu'il dit Tov Lahem? Écoutez bien la réponse, comment elle est très 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 belle. On dit que Moshe Rabbeinu c'était un cas un petit peu spécial. Et on peut pas tirer de ça, hein, même aujourd'hui à la Chalem Maaseh. Pourquoi? Il dit parce que Moshe s'est retrouvé dans une situation qui était un petit peu compliquée. Moshe, au moment où il a fait la levée de fonds du Mishkan, au même moment, en parallèle, il s'est enrichi. Ailleurs. Comment il s'est enrichi, Moshe? Bravo. Bravo. Tu vois, des fois, comme quoi les absents. Comment est-ce qu'il s'est enrichi, Moshe Rabbeinu? C'était à la même période. Quand Moshe il a cassé les Luchot Abrit, on l'avait dit, elles étaient faites de diamants, de rubis, elles avaient une valeur matérielle inestimable. Ok? Pourquoi est-ce que Hachem il lui a donné? On l'avait dit dans les cours d'avant que quand les Israéliens sont sortis d'Égypte, il a dit ok, prenez de l'argent, etc., sortez. Tout le monde a parti prendre l'oseille. Il y avait une deuxième mitzvah à faire. On l'avait dit c'est quoi? C'est de s'occuper des ossements de Yosef. Moshe il a dit moi je m'occupe du tzaddik. Il n'est pas parti prendre de l'argent alors que la mitzvah aussi de s'enrichir elle est concernée. Il est resté pauvre. Tu vas dire ah tu as vu le pigeon? Ah le pigeon tu as vu? Le tzaddik qui fait le truc d'Akadosh Baruch Hu, voilà à la fin il est perdant. Ils roulent tous en Mercedes Maybach, ils sont payés un penthouse vue sur mer, et l'autre, le clochard, il fait encore du stop pour aller au collège, et il habite dans un 3 pièces avec cette gosse. Je vous dis, t'inquiète mon pote, je t'ai pas oublié. Quand Moshe Rabbeinu il a cassé les louchot, tous les débris, il a dit quoi? Pesol lecha. L'obsolète, les déchets, tu les prends pour toi. Moshe, il est devenu très très riche en une fraction de seconde grâce à ça. Mais comme c'est arrivé au même moment, il fallait absolument pas entre guillemets, faire parler les gens. Donc il a dit, vous croyez que quoi? Que j'ai de l'argent parce que je fais une levée de fonds? Voilà d'où je me suis enrichi. Oui. J'ai entendu cette fois, les grottes qui sont cassées, ils sont quand même dans le Mishkan, ils sont quand même dans le Echal. Et alors, on peut répondre de deux manières. Soit on a mis une partie, ou soit on peut dire simplement que quand Moshe Rabbeinu, il les a gardés, même s'il y avait de la valeur, peut-être qu'à sa mort, avant de mourir, il les a mis dans l'Aaron HaKodesh. Comme ça ou comme ça? Je sais plus, c'est toi qui l'as dit. Oui, voilà, dans la reconnaître, il y a les chivrés louchot, il y a une partie de la manne, il y a le bâton Florida Aaron, il y a pas mal de choses là-bas. Mais même les louchots cassés, elles étaient quand même dans le Aaron HaKodesh, avec les louchots pas cassés. Quoi, les louchots cassés? Il y a quelqu'un qui les a volés. On dit que les louchots cassés, les débris, ils sont dans le Aaron HaKodesh, dans l'Arche Sainte, dans le même moment où il y a qui a disparu, qu'on ne sait pas où il est. Aujourd'hui, on ne sait pas où il est le Aaron HaKodesh. Qu'est-ce que c'est l'Aaron HaKodesh? Là où il y avait les chérubins, la boîte où il y avait les chérubins dessus, les kérouvim, ça a disparu. On ne sait pas où il est. La menorah, on ne sait pas où elle est. L'Aaron HaKodesh, on ne sait pas où il est. Parce que c'est trop kadosh, on ne peut pas le toucher.
Oui. Elle est là-bas en Italie, non? Ah, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Il y en a qui disent qu'elle est en dessous du. De quoi? Le Haran qui dit qu'il est en dessous du côté là-bas, en dessous de la. Qu'on appelle ça? De la mosquée. En dessous de la mosquée. Il y a le doigt, comment ça s'appelle? Le dôme en or là-bas. Ok? Donc, Rabotaï, on continue. C'est quoi le premier message qu'on apprend de Moshe Rabbeinu? Il te dit, essaye d'éviter sur toi les tsarot. Il dit, regarde, moi, entre guillemets, Akadosh Baruch Hu, il te dit, moi, j'ai une confiance absolue en toi. Eh ben, baba, les hommes, ça ne va pas les empêcher de parler. La teva d'une personne, c'est de suspecter. Je vais vous donner une histoire où tu vois à quel point, quand tu as peur de quelque chose, la suspicion commence à être quelque chose de très dangereux. Si je vous parle d'un rav qui s'appelle Rabbeinu Gershom, est-ce que ça vous dit quelque chose? De nom. Rabbeinu Gershom, c'est celui dans l'âme Israël qui va interdire la polygamie. Jusqu'à la takana de Rabbeinu Gershom, Rabbeinu Gershom, il a vécu dans l'ère vulgaire, il a vécu en 1028. Ok? Donc il y a à peu près 1000 ans aujourd'hui. Un peu moins de 1000 ans. Rabbeinu Gershom, c'est le premier qui est arrivé et qui a dit, même si jusqu'à aujourd'hui on avait le droit d'avoir 2 femmes, plus même, interdiction à partir de maintenant d'avoir plus d'une femme. Étant entre guillemets déjà entre nous, déjà avec une on a du mal à s'en sortir. Ouais. Je me dis quand tu en prends 2. Il y en a qui me disent non, c'est faux, parce que s'il y en a 2, il y aura concurrence, tu vas être le roi du monde. Ouais, ça dépend comment tu vois les choses. Donc Rabbeinu Gershom, il a dit quoi? Il a dit polygamie, la rabotaille interdit. Pourquoi c'est arrivé? Écoutez l'histoire, comment elle est extraordinaire. Regardez comment elle est extraordinaire. Un jour, déjà, est-ce que vous savez pourquoi est-ce qu'il a décrété ça? Il y a deux explications. La première explication, elle est simple. Il dit, qu'est-ce qu'ils faisaient les gens avant quand ils partaient faire du business dans des endroits lointains? Ils allaient avec d'autres femmes. Exactement. Ils laissaient leurs femmes, je sais pas, on va dire à Marseille. Ils partaient loin en Turquie, parce que le gars, il travaillait dans le tissu. Bon, le gars, il restait là-bas 1 an, 2 ans. Qu'est-ce qu'il faisait? Mais le gars, il voulait pas faire de la vérote et aller à droite, à gauche. Il prenait une femme, il se mariait. Il lui faisait des gosses. Il rentrait chez lui, et tac. Tu dis, bon, bah, ma baya, je suis une femme, j'ai des enfants, je suis cachère, c'est bien. Mais le problème, c'est quoi? C'est comment on sait pas qui était qui? On sait très bien qu'on n'a pas le droit de se marier entre frères et sœurs. Donc, comment tu sais qu'un jour, on va pas proposer à ton fils une fille de Turquie, ça se trouve, c'est ta fille, se marie entre frères et sœurs? Catastrophe! On arrête tout, on peut pas rentrer dans ces problèmes. Mais il y a une très belle histoire qui est donnée, et vous allez voir comment c'est un truc de dingue. Rabbeinu Gershom, d'ailleurs, Rabbeinu Gershom, sachez qu'il a vécu à Metz en France. Metz? Ouais, c'est un Français. C'est un Français. Rabbeinu Gershom, de son époque, il était très 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 proche du roi dans l'endroit dans lequel il habitait. Et le roi, il avait une confiance absolue en lui. Et toujours, il va essayer, il dit, pour moi, ce juif, Rabbeinu Gershom, c'est quelqu'un en qui je peux confier ma vie, j'ai une confiance aveugle en lui. Ok, tout se passe bien, c'est le conseiller, c'est lui qui gère un peu la trésorerie, etc. Jamais de problème. Tous ceux qui voulaient le critiquer, c'était le roi lui-même qui le défendait. Un jour, ce roi, il entend parler de la chaise de Shlomo Ameler. Je rappelle, la chaise de Shlomo Ameler, c'était un truc, c'était un mécanique et des miracles qui avait été fait. Sur tu marchais, il y avait un lion qui venait à ta rencontre, tu venais, il y avait un aigle qui venait te poser la couronne. Moi, elle était tout en or, c'était une folie. C'était une folie. Et ce type-là, il a eu une folie. Et il a dit à Rabbeinu Gershom, je veux que tu me reproduises la même chaise que Shlomo Ameler. Pourquoi? Parce que ça va montrer ma malchoute, ça va montrer ma force. Rabbeinu Gershom, il refuse. Je suis désolé, majesté, je ne veux pas rentrer là-dedans. Il dit pourquoi? Il dit parce que déjà pour la faire cette chaise, il va falloir une quantité d'or. Vous n'avez même pas idée la quantité d'or qu'il faut. Et il dit alors, je crois que c'est un problème pour moi. Regarde les caisses du palais, il y a tout ce qu'il faut. Il dit majesté, regardez, je ne veux pas rentrer là-dedans. Il y aura tellement d'or qui vont passer qu'il suffit que comment on appelle ça, pas le forgeron, comment on dit hein? Le soudeur, le fondeur, les travailleurs, chacun, ils vont prendre un petit peu de l'or. Mais dit moi je pourrais pas tout gérer. On va faire à la fin le point sur les dépenses. Il va manquer, je vais être accusé. Moi je veux pas rentrer là-dedans. Le roi il lui dit attends, je sais à qui je parle. Il lui dit non majesté, si vous voulez, je veux pas de problème. Il dit tu sais quoi, regarde, je te donne ma parole d'honneur. Tu fais la chaise et je pourrais rien te reprocher. C'est bon, on a fait un deal. Le roi il te donne sa parole. Je te demanderai aucun compte. Il dit ok, si c'est comme ça, pas de souci. Il commence à prendre des quantités d'or. Maintenant, il fallait des tonnes et des tonnes. Il commence à créer la chaise. Ils font exactement les schémas qu'il y avait chez Shlomo Ameler. Je passe les détails. Au bout d'un long temps de travail, ils ont achevé la chaise. Maintenant, elle est extraordinaire. Elle est magnifique, etc. Mais bien sûr, tout de suite, tu as les mauvaises langues du palais qui commencent à dire quoi? Majesté, ce juif, il a détourné des fonds, on le sait. Vu la quantité qui a été donnée, c'est pas possible que tout est dans la chaise maintenant. Et non, qu'est-ce que vous racontez? Il est honnête. Mais à force de répéter, vous savez, vous pouvez prendre une personne, ça c'est un grand yesod dans la vie. Vous
pouvez prendre une personne qui a une confiance en vous absolue. Elle te voit, tu es honnête, tu es droite, etc. Il suffit que tu mets une personne qui va lui mettre une petite goutte de doute tous les jours dans son oreille. Au bout de 1 mois, chaque chose que tu vas faire, c'est la personne elle-même qui va mal l'interpréter. Pourquoi ? Parce que tu veuilles ou pas, à force d'écouter dans l'oreille d'une personne et tu mets le doute sur une autre personne, tu vas réussir ton coup. C'est terrible, mais c'est comme ça. Et c'est comme ça que ça arrive dans la vie. Des fois, tu comprends pas. Tu dis, attends, pourquoi tu soupçonnes ? Tu avais une confiance aveugle en moi. Tu sais qu'il y a des gens autour qui ont parlé. Non, c'est une torture, ça. Mais bien sûr que c'est une torture. Non, mais c'est pas la goutte sur le. Attends, ça, on va y arriver après. Donc, du coup, qu'est-ce qui s'est passé ? À force qu'ils ont monté la tête au roi, qu'est-ce qu'il a dit au Rabbeinu Gershom ? Il a dit, je veux que tu pèses la chaise. Il dit, j'ai besoin de faire j'ai besoin d'éclaircir l'histoire. Est-ce que oui ou non ? Il y a eu des tournements. Mais non, allez, tu peux pas. Comment tu vas peser un truc comme ça ? Tu peux pas. Donc, ça reste en suspens. Rabbeinu Gershom, Rabota, écoutez bien, messieurs, s'il vous plaît. Il mange le pain. Rabbeinu Gershom, il avait 2 femmes. Rabbeinu Gershom lui-même, à son époque, il avait 2 femmes. Une femme qu'il aimait et une femme qu'il aimait moins. Alors, encore une fois, c'est pas lui qui aimait moins ses femmes, c'est ses femmes, une des deux qu'il aimait moins que les deux. Ok ? La femme qu'il aimait pas, elle arrêtait pas de lui demander, de lui prendre la tête, mais comment est-ce qu'on peut faire pour poser la chaise ? Comment on peut faire ? Mais non, lui, il voulait pas rentrer dans les problèmes. Il voulait pas le dire. Ok ? Finalement, il va craquer. Il va lui dire, écoute, si quelqu'un veut peser la chaise, il faut faire un truc simple. Il faut prendre le bateau. Il faut prendre le bateau, ok, et mettre la chaise. Donc le bateau, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va couler dans l'eau. On va mettre un signe où est-ce que c'est arrivé. On enlève la chaise, on va mettre à la place du matériel, de l'or, etc. On va faire la même chose, et comme ça on est censé trouver le même poids. Ok. On prend la chaise, on la pèse, je dis une bêtise, 10 tonnes. Ok. On met 10 tonnes d'or. Évidemment, qu'est-ce qui se passe ? Ça plonge plus. Donc, qu'est-ce que ça veut dire que dans la chaise, il n'y a pas 10 tonnes ? Enfin, dans la chaise, qu'est-ce qui se passe ? C'est que la chaise, on n'a pas utilisé toutes les ressources, donc il y a forcément une partie qui a disparu. Donc, sur qui tout de suite les soupçons tombent ? Sur Rabbeinu Gershom. Maintenant, le roi est très embêté. Pourquoi ? Parce qu'il lui a promis que quoi ? Qu'il ne le toucherait pas, jamais lui mettrait à mort pour un truc pareil. Donc, il est très embêté. Le problème, c'est que la réalité, elle part des mêmes. Mais lui, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, mais je t'avais prévenu. Il dit, c'est pas moi. Moi, je suis un gars droit. Mais il y a tellement de gens qui ont touché à ça, à cet or, que forcément, il est tourné mort. Mais c'est pas moi. Comme il était embêté, le roi, il savait pas quoi faire. Il a exilé Rabbeinu Gershom en haut d'une tour. Il a dit, te tuer, je te donne ma parole, mais je t'exile en haut de la tour. Et comme ça, les gens, ils l'ont laissé comme ça, jeté à son sort. Le bossu de Notre-Dame. Ah, un truc comme ça. Il donnait un peu à manger pour qu'il subsiste, mais c'est tout. Mais alors, Rabbeinu Gershom, on dit, il avait 2 femmes. Une qu'il ne l'aimait pas, lui, tellement, mais une deuxième qu'il aimait beaucoup. Elle arrêtait pas de pleurer, il dit, faut que tu t'enfuis d'ici, tu vas pas rester ici. Rabbeinu Gershom, elle a une idée. Il dit, tu vas prendre un petit verre qui rampe, tu vas lui accrocher un fil. Le fil, il va monter le haut de la tour. Moi, je vais récupérer le fil. À la fille, tu vas accrocher une corde. Et c'est comme ça qu'il s'est enfui. Rabbeinu Gershom est sorti de là, qu'est-ce qu'il a dit ? À partir de maintenant, Rabotai, interdiction d'avoir 2 femmes. Parce que Rabbeinu Gershom, il avait 2 femmes. Une qui elle l'aimait. Il aimait, et une qui l'aimait moins. Et qui est-ce qui est parti balancer au roi ? Comment est-ce qu'il fallait peser la chaise ? C'est elle qui a soutiré ça à Rabbeinu Gershom pour pouvoir le balancer. Donc, j'ai dit à partir de maintenant, vous avez vu ce que ça fait quand on a 2 femmes, une sans concurrence par rapport à l'autre, etc. Interdiction d'avoir 2 femmes. La polygamie, elle s'est arrêtée net. Mais qu'est-ce qu'on voit d'ici ? Que tu as vu de quoi ça part une suspicion ? Regarde de quoi c'est parti. Une confiance aveugle dans la personne. Le gars, il prend toutes les précautions, mais t'inquiète pas, je te donne ma parole, il n'y aura aucun problème. On s'est retrouvé avec un problème finalement. Donc, qu'est-ce qu'il te dit, Moshe Rabbeinu, dans le premier message ? Il te dit, ne t'attire pas des problèmes. Tu veux sortir net, tu fais un compte rendu, on est tranquille. Et c'est quoi la deuxième explication ? Et ça, c'est très très important. Il t'a pas compris que ça dépend aussi qui est l'acteur dans l'histoire. Ça dépend qui est l'acteur. Quand tu prends un gadol, un gaon, le gadolador de la génération, si lui, tu vois une brèche en lui, que tu as l'impression qu'il est autorisé, qu'est-ce que nous, les personnes du peuple, les personnes lambda, comment est-ce que nous, on va utiliser cette brèche pour faire n'importe quoi ? Qu'est-ce que tu veux dire ? De toute façon, même le rap, c'est pas clair ce qu'il fait avec les enveloppes de la SINA. Alors moi, dans le boulot, coup de téléphone par-ci, coup de téléphone par-là, c'est kiff-kiff, hein. Bon, mais évidemment que dans une bonne conscience, je peux demain donner de l'argent à la synagogue, et au moins, je l'ai blanchi aux yeux d'Hachem, mon oseille. Là, il y a plein de péchés qui rentrent en jeu. Bien sûr, il y a plein de péchés qui rentrent en jeu, évidemment. Donc, Rabotai, pour revenir à ce qu'on disait, et ça, c'est très important. Vous savez quoi, je vais vous donner, avant d'avancer, je vais vous donner encore une très belle histoire. Vous allez voir ce que c'est la suspicion
et comment les hommes, malheureusement, ils ont un pouvoir extraordinaire, malheureusement mal placé, j'ai envie de dire sur ça. La Gemara dans Masechet Chagiga, elle ramène une histoire qu'un jour, Rabba Bar Shila, il a rencontré Eliyahu Hanavi. Et il lui a dit, dis-moi, est-ce que tu peux me dire qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu toute la journée? Il lui a dit, Kadosh Baruch Hu, il s'amuse, il s'assoit, il répète tous les enseignements que ses enfants, ils ont dit au Beth Midrash. Il dit, lui, il a dit ça, tel Rav, il a dit ça, tel Rav, il a dit ça, tel Rav, il a dit ça. Et il est fier, il dit, regarde mes enfants, comment ils ont été Mechadesh la Torah. Il dit, il y en a un qui va pas citer, c'est qui? C'est Rabbi Meir. Rabbi Meir, pourquoi? Parce que Rabbi Meir, il a appris, il a continué à apprendre de la Torah de qui? De Acher. C'était qui Acher? C'était le frère, le père, j'ai oublié son nom là, il me revient pas tout de suite. C'était le maître de Rabbi Meir Bar Alanes qui a tourné sa veste à la Torah et qui est devenu complètement, parce que c'est un moumar, à moi c'est Abodazara, il a tout plaqué. Il a tout plaqué. Et Rabbi Meir, qu'est-ce qu'il faisait? Il continuait à apprendre la Torah de lui parce qu'il avait encore de la Torah dans sa tête. Qu'est-ce qu'il y a que je ne peux pas citer des enseignements au nom de Rabbi Meir, pourquoi? Parce qu'il a appris la Torah de Acher. Et Rabbi Meir, quand tu l'entends, il dit, David, il dit, mais je comprends pas. Mais Rabbi Meir, pourtant, il a réussi un tour de force extraordinaire. Qu'est-ce qu'il a fait? Tocho achal, klipato zarak. Il a mangé l'intérieur, mais il a jeté la peau. Sous-entendu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la Torah de son maître, mais il n'a pris aucune influence autour. Donc, pourquoi est-ce que vous le punissez pour ça? Eliyahu Hanavi, il a dit que depuis que Rabbi Shila a dit ça, Rabbi Meir, qu'à partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'il a fait? Hachem, il a commencé à dire dans son de Torah, même au nom de Rabbi Meir Balanes. La question pour tu qui se pose, c'est attends une seconde. Akadosh Baruch Hu, tu le sais pas ça? Que Tocho Achal Klibato Zarak, que Rabbi Meir il a pris que la Torah de son maître, même quand une fois qu'il est devenu presque goy et qu'il s'est pas fait influencer du reste? La réponse elle est extraordinaire. Vous êtes prêts? Écoutez bien. Da, sache mon ami, Tiyakpi d'Hachem ala Adam, une personne elle va être à cheval sur un homme. Acheinakim me Hachem ve Adam. Hachem il te dit, écoute-moi bien, il y a un clair qui nous dit la chose suivante. Aouva la biriot, Aouva l'Hachem. Eno Aouva la biriot, Eno Aouva l'Hachem. Je traduis. Une personne qui n'est pas aimée des êtres humains. Une personne qui a un mauvais relationnel. Il ne sait pas s'arranger avec sa famille, avec ses amis, avec son voisinage. C'est un mec qui a tout le temps des problèmes. Mais quoi? Mais c'est un grand sadique. Il va à la synagogue, il met tefilin, il fait la tzedaka. Qu'est-ce qu'il dit Chazal? Eno Aouva la biriot, si tu n'es pas aimé des gens, sache que Hachem aussi a un problème avec toi. Ne te raconte pas de salade. Si tu n'es pas capable de t'arranger avec les gens, c'est que tu as un problème en toi. Ne crois pas que même avec Hachem, tu t'arranges. Hachem te dit que tu as un problème. Si tu ne t'arranges pas avec les hommes, moi, ça me dérange. Par contre, Aouva la biriote, si une personne, elle est aimée des gens, il est sociable, il fait des bons ma'asim, il est vatran, il sait s'écraser, il cherche le shalom, on voit que c'est un gars aimé par les gens, alors Aouva l'Hachem. Je me dis, toi, tu es aimé par les gens, tu arrives à t'arranger, tu arrives à t'écraser, tu arrives à travailler mes midot, tes midot, sache que tu es aimé aussi par moi. Mais là, quoi? Il te dit, hein? Qu'est-ce qui est mieux? C'est pas ce qui est mieux, c'est que t'as pas le choix. Non, mais entre les deux. Mais t'as pas le choix. Soit t'es aimé des hommes, et donc tu es aimé des hommes et d'Hachem, soit si tu n'es pas aimé des hommes, même Hachem, entre guillemets, il est pas entré montagne avec toi. Il fait tout par derrière. C'est vrai, il fait tout par derrière. Et comme t'as dit, mitzvot, ce que tu veux, il a dit, etc. Il aimait des gens, mais c'est un filou. Non, lui poser une question. Il dit, mais oui, ou inversement. Ou t'as un mec, par exemple, qui aimait des gens, mais qui, pareil, il fait pas. Alors ça, c'est vrai qu'on parle de ça. Quand je au cours de mai, non, mais pareil, avec des bonnes midot. Non, mais j'ai compris. Alors je vais essayer d'éclaircir ce que je viens de dire. Si je dis Aouva la birot, Aouva l'Hachem. Hachem, il te dit, regarde, les gens, ce qu'ils voient, c'est quoi? C'est ce que tu fais. Mais là, quand je me dis, si tu aimais des gens, tu aimais de moi. Évidemment, si on parle d'un rachat qui fait tout en deux, Hachem va dire, mais évidemment que moi, je vois plus loin que tout le monde. Tu peux pas me la faire à moi à l'envers. Moi, je vois ce que tu fais la nuit. Moi, je vois ce que tu fais en secret. On parle que quoi? Que même si une personne, elle fait plein de mitzvot pour Hachem. Entre guillemets, il est bien le type. Sur le papier, même envers Hachem, il met cette féline, il fait, il arnaque pas. Mais c'est un gars qui est insupportable dans son entourage. Hachem, il te dit, moi aussi, j'ai un problème avec toi. C'est fou ce que tu dis. Mais bien sûr que c'est fou. Mais quand tu penses, ça a beaucoup de sens. Parce qu'une personne qui s'arrange avec personne, c'est une personne qui a un vrai problème. C'est un problème d'ego. T'as un problème de quoi? T'as un problème de kavod. T'as un problème que tu sais pas t'écraser, tu sais pas faire la place à l'autre. Et c'est pas possible. Ça c'est qui? C'est un mec qui dit, je suis là. Quand je suis là, il y a personne d'autre qui est autour de moi. Mais c'est pas possible. Ça peut pas marcher quelque chose comme ça. Et qu'est-ce qu'il dit à Kosh Baruch Hu? Il dit, même si moi je sais que Rabbi Meir, Tocho Achal Klibato Zarak, évidemment que je sais que Rabbi Meir, il a pris la Torah de Acher. Mais les gens autour, qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu un rabbin, un barbu, parler avec un mec avec le crâne rasé, peut-être des tatouages, qui faisait du cheval pendant Shabbat, Mechal Shabbat avec une clope. Et il parle Bélimou de qu'est-ce qu'il dit? Mais le mec, il est en train de tourner sa veste, Rabbi Meir, c'est devenu un malade. Il est en train de tourner libéral, là. Donc ça dérangeait les gens. Les gens dans le cœur, ils avaient du mal à quoi? À accepter le limoud de Rabbi Meir.
possibilité de dire que si en bas il y a un problème, en haut il y a un problème. C'est ça qu'on me là qui pour. Mais quand Rabbi Archila, il a dit quoi? Il a dit Léonavi, mais les gens, moi je leur dis, Tocho Achal Klibato Zarak, t'inquiète pas, moi je vais faire la lumière sur Rabbi Meir. Léonavi a dit quoi? Si toi tu vas éclaircir, tu vas entre guillemets nettoyer le nom de Rabbi Meir en bas, alors tout de suite à cause il s'aligne entre guillemets en haut. Elle est pas dingue l'histoire? Donc le cheval Shabbat interdit. Hein? Il y a une histoire comme quoi Acher, il lui avait dit à un moment, là tu dois t'arrêter. Oui, le troum. Parce qu'il y a le. Le troum Shabbat. Le troum Shabbat, c'est quoi? Vous savez que Shabbat, on n'a pas le droit de passer une certaine distance quand elle n'est pas entourée d'un hérouve. Ok? Il ne faut pas s'éloigner trop de la ville, etc. Le Païmama, 2000 amas. Et un jour, on dit que ce Acher, encore une fois, il était Baki Batora. Il connaissait toute la Torah. Il parlait un jour avec Rabbi Meir, il parlait Bélimot, c'était Shabbat, donc lui était sur son cheval, il trottait. L'autre était à côté, il marchait. Maintenant, Rabbi Meir était tellement près dans le Bélimot, il ne s'est pas rendu compte combien de kilomètres il avait marché. Et c'est Acher, son rave, complètement goy, enfin, qui avait complètement tourné, il lui a dit stop, tu peux plus marcher, parce que maintenant tu vas passer la limite autorisée pendant Shabbat. Tu imagines le gars encore tout ce qu'il avait dans la tête. Ok? Il y en a plein des comme ça aujourd'hui aussi. De quoi? Et qui ont rasé et tout, tu connais tout. Encore une fois, est-ce que c'est un exemple? Non. Est-ce que c'est un exemple? Si c'est un bal Non, je vais dire quelque chose. Je vais vous dire quelque chose qui est très important. Il y a deux choses à séparer. Tu as le gars qui fait teshuva. Donc on s'en fout quelque part de son aspect extérieur. Parce que tu peux pas tout lui demander d'un coup. Le mec maintenant il a des tatouages. Le mec je sais pas, il fait pas attention ici, il passe la lame, il se rase à la lame, etc. Si tu veux l'effrayer, lui faire peur, tu le vois à la synagogue, t'as pas le droit. Bah en 10 minutes il quitte la synagogue, tu le reverras jamais de ta vie. Un mec qui vient faire tes chouvas, tu l'enlaces. Au rabbin, assis-toi. Tu veux un talit, tu sais lire en hébreu, tu veux lire en phonétique, tu veux une kippa, tu mets à quelqu'un, tu t'occupes de lui, le gars il va sentir quoi? Il va se sentir enlacé, il va se sentir waouh, on me juge pas, on me truc, on regarde pas mes tatouages, on me juge pas là-dessus. Je sais, là le gars tu vois qui vient au fur et à mesure, au début il vient une fois un Shabbat par mois à la synagogue, il commence à venir tous les Shabbats, une file à Shabbat, le samedi matin il est là, et apéro, il fait les chaïm, il est content. Ah mais pourtant je l'ai vu après il sort de la synagogue, il sort son téléphone. Le gars il est en train d'avancer. Alors bien sûr il y a des halakhot, quelqu'un qui met les Shabbat Befaresia en public, alors on peut pas faire monter à la Torah. Il y a plein de choses qu'on peut pas faire. Encore une fois, mais Befaresia c'est quoi? C'est que le mec il sort de la synagogue devant tout le monde, il peut sortir son téléphone et passer un appel. Ça c'est Befaresia. Pas un mec qui se cache. Ok, encore une fois, ça c'est il y a plein d'halakhot pour chaque chose. Mais au fur et à mesure qu'il vient, tu vas lui dire, tu sais, c'est bien de mettre le talit comme ça. Au bout de 6 mois, 1 an, qui connaît bien le rabbin, il va dire, tu sais, évite ici de passer ici le rasoir parce que là tu rentres dans un problème de raïta. Essaye d'éviter le rasoir à la lame, prends un rasoir électrique. Mais doucement, tu vas l'aider. Mais on parle pas du gars qui fait l'inverse. Tu peux pas parler maintenant, entre guillemets, du religieux, du mec qui est Kouba Torah, et que le gars te donne l'impression d'être un chilo extérieur. Tu dis, mais là c'est pire. Là tu donnes le mauvais exemple. Comme on l'a dit tout à l'heure, un gars de l'adore qui laisse une faille. Nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va s'introduire en dehors, on va faire n'importe quoi. Donc ça c'est premièrement. Rabotaï, on a commencé le cours avec quelle question? On l'a dit, est-ce qu'une personne, elle peut rentrer dans un restaurant pour manger, ou bien simplement s'asseoir dedans en sachant qu'elle ne va pas manger, et là-bas il y a du manger pas cachère. Rabotaï, cette histoire-là de qu'on ne croit pas de moi, je veux dire, il y a des fois des terribles de le faire. Il dit Rav Moshe Feinstein, c'est un grand possèque aux États-Unis, lui dit comme ça, il dit il y a 2 niveaux. Il dit, est-ce que tu peux rentrer dans un restaurant comme ça et manger peut-être en cachette quelque chose, tu es sûr qu'il est cachère à la rigueur, si vraiment tu es affamé, tu n'as pas le choix, etc. Yesh matzav les attire. Du pain. Non, du pain, dans quel four, qu'est-ce que tu as mis comme fromage, comme truc, encore une fois, faire très attention. Mais admettons, on va dire, toi-même, tu rentres sur le pass, c'est toi qui prends ton poisson, tu vois qu'il y a les arêtes, il y a les écailles, c'est du saumon, tu le mets sur un alu, c'est toi qui fais tout. Dis, si vraiment t'as pas le choix et que tu crèves de faim, machin, etc., tu rentres dans un restaurant, tu te caches, tu peux. Mais si tu rentres dans un restaurant où les gens ils te connaissent, ils ont envie de rentrer dans le restaurant, et que t'as pas tellement faim, ou bien t'as pas besoin de manger vraiment, assour gamour de rentrer dans ce restaurant. Parce que le maritime des gens, il va être très grave. Rabotage, je vais vous donner peut-être la plus belle histoire de votre vie sur le sahar, sur le salaire qu'une personne qui veut pas avoir des rachachot sur lui, comment que je brouille le récompense. Tout à l'heure, je vous ai posé Rabbi Gershon, vous m'avez dit, bon, on connaît à peine. Si je vous dis le mot Rothschild, ça vous dit quelque chose? Ouais, c'est un peu. Lequel? Est-ce que quelqu'un est capable de me donner l'origine de la fortune, de la richesse qui n'a pas cessé chez la famille Rothschild, cette bracha interminable qu'ils ont eue jusqu'à aujourd'hui? C'est la banque, Rothschild. Ah, toi, tu dis le maire qui a ouvert une banque qui s'est enrichi. Mon copain, il s'appelle Rothschild. Ah, tu as des bons amis, la vérité. Si tu peux nous faire une petite connaissance, on sera pas contre. Rabotai, est-ce que quelqu'un peut me dire l'origine de la richesse de Rothschild? Ses parents. Non, mais quoi? Il y a un bon businessman dans la famille, ça s'est fait comme ça? Non, c'est par rapport à la Torah.
Hein? Toujours des brachot Le sur- bon avis, tu- Il évoquait toujours un cher. Il évoquait Hachem. Alors vous allez voir, ça va beaucoup plus loin que ça. Ils ont Rabotai, tellement- l'histoire avec ils ont laquelle vous allez tellement- sortir d'ici, Ils Béhémet. ont tellement eu d'œil que. Béhémet, c'est vous ne pouvez pas lever les poils, c'est j'ai rien compris. Soit je la raconte très mal, comme je dis, c'est moi qui change de métier. Écoutez bien ça. Il y avait un grand rav qui s'appelait Rav Tzvi Hirsch Horowitz. Ce type-là, il avait un mécharet. Il avait, c'est quoi un mécharet? Un serviteur, un serviteur, non mais je cherche un mot plus élaboré. Majordome. Majordome, bravo. Majordome, merci messieurs. Ouais, Merci messieurs. Moi les personnes qui ont fait le bac. ou qu'ils ont un majordome. Il avait, écoutez bien, il avait un majordome qui s'appelait Meir Anchel. Ce Meir Anchel, c'est le premier de la famille Rothschild. Ok? Ce type-là, c'était un majordome dans une maison. Il rangeait les affaires, il faisait tout ce qu'il fallait. Alors, c'était l'homme de confiance, il n'y avait aucun problème. Ce type-là, un jour, il a dû déménager, donc il a démissionné. Il est parti de son emploi, donc il y avait également, il y avait d'autres employés dans la maison. Mais c'est lui qui, entre guillemets, qui avait un peu la main mise sur la maison. Voilà, qui démissionne, il remercie le Rav, il s'en va. La même année arrive Dikat Rametz. On y est bientôt, on n'a pas encore passé Pourim, mais vous allez voir, on passe Pourim, on est déjà dans Pessah. Le Rav, il vient faire sa Dikat Rametz, il rentre dans son bureau, et voilà qu'il ouvre le tiroir de son bureau, dans lequel il y avait 500 lires, donc on va dire que c'était une somme astronomique à l'époque. Il avait économisé prouta par prouta, centime par centime, pour pouvoir marier sa fille dignement. Et là, vous imaginez l'histoire. Il ouvre le tiroir. Qu'est-ce qui se passe? Plus d'enveloppe. Alors là, Bdikat Rametz, c'est devenu un hurlement. Ah! Surprise! Mais c'est pas ce qui s'est passé. Il est où l'argent? Il va voir sa femme. C'est toi qui l'as touché? Tu as changé de passe? Il dit, j'ai pas touché. Limite, il ne savait même pas qu'il y avait de l'argent dans le tiroir. Je lui dis, mais elle est où? C'est pas possible, etc. Tout de suite, les soupçons sur qui se sont tournés? Majordome. Sur ce Meir Anchel, ce majordome qui est parti il y a quelques mois en arrière. Maintenant, le type dit c'est pas possible. Rav Horowitz dit c'est pas possible, c'est pas lui qui les a pris. Il était obligé d'avoir le cœur net. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend ses affaires, et il voyage jusqu'à la maison de son ancien majordome. Il lui tape à la porte. Il dit Rabbi, Baruch Haba, qu'est-ce que vous faites là? Je dis Mechila, je suis obligé de te poser la question. Tu travaillais à la maison, tu avais la main mise partout, il y avait dans mon tiroir une grosse somme d'argent. Est-ce que c'est toi qui l'as prise ou pas? Et tu le regarde dans les yeux pendant qu'il lui parle. Le majordome, il réfléchit, ça pendant 5 secondes, et il acquiesce, il baisse la tête et lui dit, je reconnais, c'est moi qui les ai pris. Il lui dit, mais quoi? Il lui dit, maintenant, Mechila, je ne peux pas vous rembourser d'un coup, mais laissez-moi au fur et à mesure, je vais vous rembourser avec des paiements étalés. Le gars dit, bon, ok, merci de ton honnêteté, il n'y a aucun problème, je comprends, des fois on est tenté, etc. Et voilà que ce type, il lui envoie, tous les mois, pendant quelques temps, pendant 1 an ou 2, il envoie même plusieurs années, il lui envoie, jusqu'au moment où il a remboursé toute la somme. Pendant cette période-là où il avait presque fini de rembourser sa dette, il y a un type d'un coup dans la ville qui devient très riche. Et il rentre, tu sais, avant où est-ce qu'on se retrouvait, les gens ils rentraient dans le bar, machin, ils offraient des coups à tout le monde, mais le patron du bar, il voit un mec comme ça, on ne connaissait pas exactement d'où il sort, le mec d'un coup il a une fortune, on ne sait pas d'où elle sort, et vas-y, là il dépense, il dit c'est pas possible ce mec, comment il a fait fortune? Et un jour pendant qu'il était bourré, il est parti le voir, il a dit je t'en supplie, tiens entre deux, il a dit je t'en prie. Comment tu as eu ton argent? Quel business t'as fait un truc, etc. Et là, le gars, il était bourré, il a dit je crois que moi, j'ai fait un business. T'as pas compris? Ma femme, elle était femme de ménage chez un rabbin, là, au Horowitz, dans la ville. Un jour, en faisant le ménage, elle est rentrée, elle a trouvé une enveloppe, elle lui a tout tapé d'un coup. Et maintenant, on est blindé. Le type, qu'est-ce qu'il a fait tout de suite? Il est parti répéter au Rav. Maintenant, le Rav, il entend ça. Je comprends pas. Alors, il est très content qu'il a retrouvé le voleur. Mais ce qu'il comprend pas, et surtout, il est très peiné, c'est que quoi? C'est qu'il y a un type qui est en train de le payer pour rien. Donc là, il devient fou, il repart chez lui. Et là le Rav, tu sais, lui, il dit, mais là, je sais pas donner le paiement, il lui dit, arrête ton cirque tout de suite. Je sais que c'est pas toi le voleur. Il dit, comment ça vous savez? Il dit, je sais que c'est pas toi. Il lui explique, il dit, je suis désolé, je t'ai soupçonné, je savais pas, etc. Mais on a trouvé maintenant, il paraît que c'était la femme de ménage. Il lui a dit, mais je comprends pas. Moi, je t'ai jamais accusé. Je suis venu te poser la question, est-ce que c'est toi qui as volé cet argent? Pourquoi tu m'as répondu oui? Qu'est-ce qu'il a répondu? Il a dit, Rabbi, je savais que c'était pas moi. Mais je savais que si vous êtes venu jusqu'à moi, c'est que dans votre tête, il y avait peut-être 80% que c'était moi. Elle dit, même si je vous aviez dit c'est pas moi, il s'est resté 10% dans votre tête, 5%, 1%, et peut-être c'est lui, il a pas eu l'honnêteté de l'avouer. Je voulais être naki, je voulais être propre, je voulais pas que le Rav ait un seul soupçon sur moi, j'ai accepté de porter la dette. Rabotai, le Rav Horowitz, il a béni. Il lui a dit, si c'est comme ça,
que tu as tellement été d'être possède nefesh pour être honnête dans ton argent, que les gens ne croient pas que Khadijam, tu as une prota qui n'est pas à toi. Ani gozer alecha, je décrète sur toi et ta famille jusqu'à la fin des temps, Ashiru chilo igamer leolam. Richesse qui se terminera jamais, et comme c'est sorti la dynastie des Rothschild. Arabotaï, c'est pas une banque, c'est pas ça, c'est la bracha d'un tzaddik qui les a enrichis. Après, oui. Après, regarde, après, évidemment, encore une fois, il y a le Ishtadlout derrière. Ils ont eu des banquiers, ils ont fait ci, ils ont fait ça, etc. Mais qu'est-ce que tu vois de là? Que tout ça, c'est parti d'où? Arabotaï, tout ça, c'est parti d'où? D'une suspicion. C'est une suspicion. On a suspecté la personne, oui, quoi? C'est pas très logique. Pourquoi? Si on a la croyance de Dieu à 100%, Oui. et qu'on s'en fout du regard des gens, Oui. en quoi c'est important de. En quoi le regard des gens il est vraiment important? Regarde. Si Tu dans- mélanges, si tu dans mélanges ta deux tête, choses. Tu changes le mindset que les gens, tu t'en fous ce qu'ils pensent. Tu mets la kippa, tu manges un truc dans un restaurant pas cher. Non, mais ça, tu peux pas. Non, ça, je te corrige, je suis obligé de t'arrêter là-dessus. Tu peux pas faire ce que tu veux dans le sens où je représente Hachem, mais je donne l'impression d'être un goy. Il y a un truc qui va pas. Je m'explique, comme tu dis, tu peux pas mettre une kippa et manger au McDonald's parce qu'on appelle Chilou Hachem. Tu es en train de salir le nom d'Akadosh Baruch Hu. Regarde ce juif, il mange des noms cachers alors que tout le monde sait que les juifs doivent manger cachère. À la rigueur, tu me dis, écoute, moi, j'ai pas mangé cachère chez moi, je sais qu'aujourd'hui il faut pas, j'ai pas le courage, j'ai pas la force, alors bon, j'enlève la kippa, je vais manger McDo, personne ne sait. Ça, c'est une chose. Mais tu peux pas t'affirmer en train de faire des avérotes en tant que juif, il y a pas pire que ça. Mais si on prend pas en compte le regard des gens. Mais tu, faut il le faut, prendre, faut le prendre le regard des autres, c'est ça qu'on te dit. Et on va terminer, mais au contraire, c'est ça qu'on est en train d'expliquer. C'est- En soi, si chacun est libre de lui, ça veut dire moi, si demain je fais un truc pas bien ou quelqu'un fait un truc pas Mais bien. non, parce que t'as une image à respecter. D'accord, mais chacun doit connaître T'es libre, mais ses tu es- propres alakhot. Ça veut dire on n'est pas tous des modèles de tout le monde. Mais pas des Si. modèles, mais encore une fois. Ah, Mais il y a quelque chose que tu peux pas faire, c'est que non seulement tu peux pas éveiller les soupçons sur toi, mais s'il y a des soupçons, tu dois faire en sorte de les faire taire. Ça, c'est important. Alors, faut vivre, Est-ce que- faut vivre sous terre alors. Non, Faut- non. Ah, si. La différence, je vais te Faut juste répondre. des péchés de Non, parle pas de péché, non. Non, encore une fois, Rabota, il faut pas mélanger deux choses. Il y a les avérotes que tu fais entre toi et Akadosh Baruch Hu. Ça, tu dois faire tes chouvas. Mais alors, les gens, ils savent pas ce que tu fais chez toi à la maison. Les gens, ils ne trouvent pas là. On parle des choses où les gens voient. Il y a les choses que les gens ne voient pas. Tu dis, à ce moment-là, on fait tes chouvas. Ça, c'est évidemment. Mais il y a les choses, c'est pire. Ce que les gens te voient faire. Faut pas être idiot. Non, mais ça veut Déjà, dire- après de lâcher, mais pourquoi tu veux donner un mauvais exemple aux gens? Par exemple, l'exemple du rendez-vous d'affaires, par exemple. Oui. Je vais dans un café, je mets pas la kippa, je vais prendre un coca. Oui. Si quelqu'un il va me voir là-bas, il va dire ah lui il fait Shabbat, il va. Attends. On a parlé de manger, on n'a pas parlé d'un coca, on n'a pas parlé d'un café. Oui, mais la personne elle voit un coca, elle va se faire ça. Non, elle va non, non. extrapoler tout de suite. Non, ce que je dis, De base, tu dois ce que j'ai dit dès le départ, encore une Pour moi, fois. c'est n'importe quoi, Non, ça. Rabota, une seconde. C'est important de faire la part des choses. Je sais pas pourquoi vous mélangez deux, trois sujets en même temps. Toi, tu as parlé de faire ce que je veux, mais de mettre la kippa, ça c'est Chilou Hachem. Toi, tu parles de faire des avérotes seul et après de devoir rendre des comptes aux gens, ça c'est deux choses différentes. Il y a les choses que je fais à l'extérieur, les choses que je fais Faut essayer de entre moi et nettoyer. Hachem. Mais encore une fois, aujourd'hui, il y a des choses où on sait que tout le monde fait. Par exemple, tu vas dans une brasserie. D'accord? Tu vas à une terrasse de café. Tout le monde s'assoit à une terrasse de café pour prendre un café. Il n'y a pas de problème ni au niveau de la vaisselle, ni au niveau du café. D'accord? Maintenant, évidemment, si tu vois que le gars, peut-être qu'il touche de la graisse parce qu'il a le gris du bacon à côté, il touche le café, ça faut être intelligent. Mais en général, quand il y a la brasserie, c'est la partie café, c'est la partie restaurant, t'as la partie ça, t'as pas de problème. Tu prends un coca, le coca dans le monde entier, il est cachère. Tu peux avoir de crachachot sur des choses sur lesquelles il n'y a pas de crachachot. Le café dans le monde entier, à moins qu'il y ait un problème de cappuccino ou quoi, mais d'une espresso noir, ce sera toujours cachère. C'est bon, c'est clair? On a répondu à la question? Mais oui, Ouais, mais. je pose la question. Moi, j'ai un. Allez, Rabota, on fait vite parce que je vais terminer. Non, Rapidement. parce que ça suit un peu ce qu'on dit. Il faut nettoyer un peu. Moi, j'ai un ami, il a un bureau et une employée à lui dans le bureau, elle a pété sa voiture. Oui. Alors, il a raccompagné. Il a raccompagné une employée à lui, ok? D'accord. Sur la route au feu, il croise un copain à lui de la SINA, Ok. qu'il a vu du coup avec son employé, Ouais. ok? Ouais. Qu'est-ce qu'il a fait là? Il a rappelé son pote, il lui a dit que juste pour que tu saches, d'accord? C'est une employée à moi, sa voiture elle s'est pétée, il a juste raccompagné chez elle juste pour que tu évites les marches. Donc il a nettoyé le truc. Il a Vous juste un avez petit entendu appel de 5 minutes. Mais c'est fou Il a de juste faire ça. nettoyé en fait. Non, mais je vais te dire Non, pourquoi parce c'est que pas ça fait. crée des marches. Pourquoi c'est pas fait? Imagine Le mec Mais il quelque va chose se faire, il est en train de trouver sa femme. Rabota, Mais justement, ça peut mettre plus la puce à l'oreille le fait qu'il m'appelle. Exactement. C'est genre le mec, Non, il a vu que je l'ai non, cramé. non. Exactement, Il a vu que je ouais. l'ai cramé. Rabota, Mais je te sur une excuse. Rabota, écoute bien ce que je Non, vous s'il dis. aurait pas dit, il aurait pu parler. Rabota, Là, S'il comme a il dit, a appelé, il a il bloqué. attends, il m'a appelé, c'est pour ça que Messieurs, s'il vous plaît, Je sais pas si j'ai pas envie de crier très fort pour vous faire taire, mais c'est pas ça surtout. Je voudrais finir le cours d'ici 5 minutes. Donc on va terminer. Après, les jamais vous voulez les questions. Je suis là, moi que vous qui soyez pressés pour partir. Mais quand on finit le cours, même ceux qui veulent rester, même si on raccroche la chaîne YouTube, avec plaisir, je suis là pour répondre à la question. Mais juste venez, on termine pour pas perdre le fil. Je pense qu'on a assez prouvé par A plus B. C'était quoi le problème de la suspicion? D'accord? Maintenant, tout ça, ça commence de quoi? Non. Vous savez comment est-ce que les gens ils ont commencé à avoir
avoir comment on appelle ça? Non, pas des soupçons sur Moshe Rabbeinu, ça a commencé avec la rigolade. La letzanout. Une personne qui s'habitue à être un moqueur, on ne sait pas où est-ce qu'il peut arriver. Comment ça a commencé? Qu'est-ce qu'on a dit qu'on a cité? On a dit que les gens, qu'est-ce qu'ils disaient? Le Midrash Rabbah, il disait quoi? Il disait, vous avez vu comment la nuque de Moshe Rabbeinu, elle est grosse? À la base, c'est parti pour rigoler. Tu as vu le rabbin, comment il s'est marié, il faisait 44, il est passé à 52 en même pas 3 ans? C'est parti d'une blague. Le problème, c'est quoi? C'est quand tu commences à rentrer dans la raillerie à Botaï. C'est le début de la déchéance. Pourquoi? Écoutez bien ce qu'il dit Chazal. Chazal dit que le nefesh d'une personne, l'âme d'une personne, elle est composée de 2 parties. La partie qui a besoin de consistance, de comprendre les choses, de faire des choses qui ont du sens dans sa vie, et la partie qui a besoin un petit peu de vide, qui a besoin de quelque chose qui est léger, comme l'humour, rigoler, une blague, il n'y a rien derrière, ça va rien m'apporter. J'ai juste rigolé, c'est rentré, c'est sorti. L'âme, elle a besoin de ça. Le problème, c'est que ça, c'est uniquement pour te faire du bien. Mais si une personne, elle passe son temps à rigoler, à des railleries, à se moquer, ça prend le dessus sur son naturel, et au fur et à mesure, aujourd'hui, il rigole avec un copain, dans 2 mois, il va rigoler sur le gars de la Dor. Tu vas voir le Rav arriver, tu vas le voir marcher, tu vois comment il boite. Il va peut-être manquer une marche. Au lieu d'avoir peur, tu vas rigoler. Tu vas dire, purée, on n'aurait pas sorti l'auberge, il était tombé là. Tu vas te moquer. Tu parles d'un tzaddik. Ils disent, Razal, c'est quoi le problème du Lachonara? Le Lachonara, la Litzanout. C'est pas uniquement le mal que tu fais par rapport à celui sur lequel tu es en train de parler, mais c'est ton effet que tu es en train d'abîmer. Il dit, Moshe Rabbeinu, malheureusement, même si moi, entre guillemets, je devrais être insoupçonnable. Mais le problème, c'est quoi? C'est que la nature des gens, elle est de soupçonner. Et pourquoi? Vous savez, je vous dis la vérité. Moi, plusieurs fois, ça m'est arrivé dans ma vie où j'ai vu des gens qui sont en train de me faire un coup tordu. Je le vois arriver, le coup tordu. Maintenant, consciemment ou inconsciemment, j'arrête pas de lui trouver des possibilités. Non, mais non, je suis en train de me faire des idées. Il fait ça parce que ça, il fait ça, mais non, il va pas me faire ça. Pourquoi? Il dit, Chazal, une personne qui est tordue, c'est une personne qui pense tordue qui va te regarder en disant, lui, c'est sûr qu'il fait une combine. Mais pourquoi lui, il te regarde? Pourquoi lui, il pense que tu es en train de la faire à l'envers? Parce que lui, dans sa nature, c'est un mec qui l'a fait à l'envers. Une personne qui est droite, même quand il va avoir un truc tordu, il va dire, c'est pas possible, il a pas fait ça, mais pourquoi? C'est devant toi, à moins évidemment qu'il y ait une évidence. Mais même, tu dis, allez, il y a 80%, pour le type, tu dis, un mec normal, il t'aurait déjà condamné au bout de 35%. Pourquoi toi, 80%, tu l'as pas encore condamné? Parce que dans ton être, tu dis, mais moi, je suis pas comme ça, j'ai du mal à accepter, à imaginer que les personnes peuvent être tordues à ce point-là. Parce que c'est fait partie de moi. Mais Moshe Rabbeinu, il dit, malheureusement, je sais que les gens, ils sont suspicieux. Les gens, malheureusement, ils ont ce mauvais côté. Moi, je suis obligé de sortir, comme on dit, naki de tout ça. Mais là, on va répondre aux questions, avec ça, on va terminer le cours. On a dit, pourquoi est-ce que Moshe Rabbeinu, il a fait un dor chelki, il a fait uniquement un compte rendu partiel des rentrées. Surtout, on a parlé de quoi? On a parlé de l'or. Première réponse, écoutez bien comment c'est beau. L'argent et le bronze, qu'est-ce qu'il a amené? Ça a été les gens qui avaient des situations financières normales du Ham Israël. Qui ont amené l'or? Les riches. Les riches des Bnei Israël ont amené l'or. Alors, ça veut dire, tout le Bnei Israël avait beaucoup d'argent. Tout le monde s'est enrichi à Bizatayam, etc. C'est vrai. Il y avait de partout. Il y avait des gens qui avaient peut-être mieux gagné, mieux ramassé. L'or est donné par les riches. Et ce qui est très intéressant, c'est quoi? Il dit, Moshe Rabbeinu, le riche, quand il vit bien, il ne regarde pas ses sous. Quand il te donne, il n'attend pas que tu lui rendes des comptes sur les dépenses que tu as fait avec son argent. Par contre, le gars, celui qui galère, celui qui est un peu pauvre, le mec qui galère, il est tellement mal dans sa peau, il vit tellement pas bien, il n'est pas épanoui, que la seule manière de se tranquilliser sur sa vie, de se dire pourquoi moi je galère et lui non, c'est sûr que lui il truande. C'est sûr que lui il truande. Donc il a dit, j'ai pas besoin de donner de compte aux riches, parce que les riches ne m'ont pas demandé de compte. Ça, c'est un premier avis. Deuxième avis, et elle est très belle aussi, quand Moshe Rabbeinu, il a fait le dor de l'argent, donc il a fait bronze argent avant d'arriver à l'or, là-bas, la Torah, elle dit qu'il y a marqué avec un hé. Et la dépense de l'argent, il y a eu ça, ça et ça a donné tant et tant. La Torah dit, pourquoi si ça, tu me le pointes du doigt comme ça? Il dit, quand Moshe, il a fait le dor de l'argent, il a un trou de mémoire. Il dit, wow, ici, il y a 2000 balles, je ne sais plus où ils sont passés. Il dit, je ne sais plus. Qu'est-ce qui s'est passé avec cet argent? On a mis où l'argent? Il a commencé à paniquer. Il y a une bas de colle qui est sortie du ciel, une voix céleste qui a témoigné devant tout le monde. Elle dit, Moshe Rabbeinu, cet argent et cet argent que tu as utilisé, tu as pris pour faire ça et ça dans le Mishkan. Quand les ministres, ils ont entendu qu'Akadosh Baruch Hu témoignait sur son honnêteté, quand il est arrivé, il a fait le bronze et l'argent, qu'est-ce qu'ils ont dit pour l'or? Ça sert à rien. On n'a pas besoin, on sait que c'est honnête. Voilà, écoutez la troisième réponse, comment elle est belle, et c'est peut-être la plus belle des trois. Quand tu regardes les rentrées d'or, comme Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'on a dit? Il a écrit les rentrées, mais il n'a pas écrit les dépenses, n'est-ce pas?
Quand Moshe Rabbeinu il a donné, il est rentré, il a dit voilà ce qu'on a rentré en or. Alors je ne peux pas rentrer dans les détails, mais grosso modo, il a eu 864 kilos d'or. C'est quand même pas mal. Mais quand tu fais le calcul de tout ce qu'il fallait faire en or, je suis obligé de faire court. Hein. Tu prends les 2 boîtes du Aaron HaKodesh, tu prends les Kérouvim, les chérubins, tu prends la table, tu prends la menorah, tu prends tout ce qui était fait en or massif complètement. Rabotaï, on est arrivé à un total d'à peu près 5 tonnes d'or de dépenses. Donc, comme Moshe Rabbeinu, il a dit voilà, Rabotaï, tout ce qu'on a fait dans le Mishkan, on a reçu 864 kilos d'or. Alors, les mecs, ils ont fait le calcul, ils se sont dit mais attends, il manque. On n'a même pas commencé les dépenses. Qu'est-ce qu'ils ont compris? Ils ont dit non seulement Moshe Rabbeinu, il n'a pas dépensé de l'argent qui ne lui appartenait pas. Il y a un mec qui a fait une levée de fonds, il a complété les 80% de sa propre poche en or. Moshe Rabbeinu, ça a été le plus grand torel, le plus grand donateur de la levée des fonds du Mishkan à travers son argent personnel. Tu comprends, quand il est arrivé à ça, qu'est-ce que les ministres ont dit quoi? Moshe Rabbeinu n'a pas besoin. Mais quoi? Mais comme il y a eu un début de suspicion, Moshe Rabbeinu était obligé. Il a dit vous me soupçonnez? Tac, il y a une voix céleste qui vient témoigner devant tout le monde. Je te sors une dépense que quoi? Non seulement ce que tu m'as donné, ça m'a pas suffi, c'est moi qui ai dû remplir les 80%. Et en fait, c'est avec ça qu'on va terminer. Et qu'est-ce qu'on a dit pour finir? On a dit, et le Kior alors? Et le Kior? Ce bronze, pourquoi est-ce qu'on n'a pas calculé le matériel? On a expliqué de quoi il a été fait le Kior, à part le matériel lui-même, il a été fait également avec les miroirs des femmes. Vous vous souvenez ce qu'on avait dit? C'était quoi ces miroirs? C'était les miroirs que les femmes d'Israël les avaient utilisés pour faire quoi? En Égypte, pour se faire belle, quand leur mari, ils avaient même plus envie de procréer, ils avaient plus goût à la vie. Elles se faisaient belles pour leur donner envie de faire une famille. Quand ils ont amené ça à Moshe, il a dit quoi? Mais ma petite homme, ça je suis désolé. C'est bien gentil, mais ce que vous avez fait avec ça, on peut pas utiliser pour utiliser en Mishkan, c'est pas à sa place. Hachem, il a dit quoi? Au contraire, tu te trompes. Je veux ça. C'est plus rachouf pour moi ça que tout le reste. Mais roi, jusqu'où ça va? C'est quoi le message qui est extraordinaire? Il dit à Kosh Baruch Hu, écoutez bien. Il dit, je cherche pas forcément de la beauté. De l'or, de l'argent, c'est bien, c'est important. Mais ce que je cherche surtout, c'est quoi? C'est un travail personnel, un retournement de situation, de caractère qui va montrer que la personne, elle est proche de moi. Le but du Mishkan, c'est quoi? C'est qu'on soit proche côte à côte. Il dit quoi? Il dit ce qu'elles ont réussi à faire, les femmes, à travers ces miroirs, de convaincre leur mari, malgré la détresse dans laquelle ils étaient, de faire ce que je leur ai demandé de faire, c'est-à-dire de remplir le monde. Ça n'a pas de prix à mes yeux. Comme Moshe Rabbeinu, quand il a vu ça, qu'est-ce qu'il a dit là? Quand j'ai compris le message, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pas tout, écoutez bien ce que je vous dis, pas tout est censé être montré dans la vie. Il y a des choses qui se font de manière, qui se disent à voix haute, et des choses qui se cachent, qu'on garde en contrebas. Tu ne peux pas tout dire. Comme on l'a expliqué tout à l'heure au cours, tu ne peux pas rigoler de tout. Tu ne peux pas rigoler d'un rabbin. Tu rigoles pas d'un sadique. Tu rigoles pas. Tu dis pas, ah, le rabbin il est gros. Ah, le rabbin il a fait ci. Ah, le rabbin il a pris une enveloppe. Vous connaissez ces fameuses questions qu'on entend plein fois dans les plateaux télé. Est-ce qu'on peut rire de tout? Réponse, bien sûr que non, tu peux pas rire de tout. Il y a des choses auxquelles tu n'as pas le droit de toucher. La sensibilité des gens, la douleur des gens, le respect des gens, le respect des grands, de nos aînés, de nos sadikim. Tu touches pas alors ça. Non, mais c'est pour rigoler. Quand les gens ont commencé à rigoler sur Moshe Rabbeinu, ils ont suspecté d'avoir détourné de l'argent. Il a fallu que Hachem il témoigne lui-même qu'il n'y avait pas eu ça. Il a fallu qu'il y ait une deuxième signature d'une personne avec Moshe Rabbeinu qui était un Cohen, Itamar, pour dire non seulement il n'a pas volé, mais moi aussi je peux signer là-dessus. Et ça ne s'arrête pas là. Il y a des choses que tu vas faire pour Akadosh Baruch Hu. Tu vas apporter une trouma, tu vas faire des choses. Mais il y a des choses qui doivent rester également cachées. Pourquoi? Écoutez bien ce que je vous dis. Du fait qu'entre guillemets ces miroirs, ça a été quelque part, ça venait quelque part d'un acte qui n'est pas très tsanois, qui n'est pas très pudique. De façon conjugale, c'est parce qu'il y a de plus pudique, mais quoi? Mais du fait que les femmes, elles ont réussi, à travers, entre guillemets, ce maassé de ta'ava d'envie, de le consacrer 100% pour Akadosh Baruch Hu. Hachem, il a dit, le message, il est extraordinaire. Une personne qui est capable de prendre son Yetzer Hara, de le plier d'une manière où tout ce qu'il est en train de faire maintenant, c'est pourquoi? À travers les choses qu'ils ont autorisées, évidemment. Mais il le fait quoi dans sa tête, dans sa kavana? Pour moi, ça, c'est ce qui a le plus d'importance pour moi. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait le kior à Botaï. Le kior, ça a été l'ustensile par excellence. Où le Kohen, il ne pouvait pas commencer la voda tant qu'ils n'étaient pas passés par là. Alors Moshe, il a dit, j'ai compris. Il y a des choses extraordinaires comme ça que quoi? Que tu ne peux pas raconter à haute voix. Je ne peux pas faire le décompte de ce qui s'est passé pour le kior parce que ce qu'il dit, il ne faut pas en parler. C'est quelque chose que quoi? Qu'on va garder secret. Parce que le message, il est censé être gardé secret. Vous avez compris? Et à ça que je vois, il te dit, sache que là où tu es, je te regarde. Et la plus belle chose qui peut avoir la valeur dans mes yeux, c'est pas forcément ce que tu fais à la vue de tout le monde. Mais c'est ce que tu vas faire en secret pour moi. Rabotaï, je pense que le message, il est très clair de ce cours. On va résumer en 2 mots. On l'a dit, est-ce qu'on doit faire cas du regard des autres ou pas? La réponse est on n'a pas le choix.
Alors, encore une fois, on ne parle pas de quelqu'un qui est droit comme la justice, que même quand il sent qu'il y a des soupçons sur lui, il vient s'expliquer, il vient montrer des preuves, et les gens ils commencent à continuer à mal parler. Ça s'appelle ça des jaloux, ça s'appelle ça des fous furieux, et ça à un moment donné tu dis bah toi tu continues ta vie, moi je fais ce que j'ai à faire. Mais ne rentrons pas dans des galères, dans des situations où les gens ils risquent de penser que j'ai fait un chilou Hachem. L'histoire qu'il a ramené Mickaël tout à l'heure, il a dit quand il y avait un patron de société qui avait son employé, une femme, sa voiture est tombée en panne, il l'a ramenée chez elle, d'accord? Vous savez que même ça dans la voiture, vous savez qu'il y a des halakhot. Pour pas être en écoute, un jour tu dois déposer quelqu'un, je sais pas moi, ta belle-sœur, t'attends, tu sais qu'il peut avoir un problème de écoute, tu roules pas avec les fenêtres fermées, tu ouvres les fenêtres, que les gens vous voient, j'ai rien à cacher. Et si c'est que tu vois quelqu'un, c'est très bien ce qu'elle a pris son téléphone et dit juste pour pas que tu te fasses des idées, sache que c'est ma belle-sœur, je l'ai ramenée chez elle, elle a un problème de voiture. C'était mon employé, je l'ai ramené. Ah, mais attends, mais au contraire, si tu me dis, ça veut dire que ça après, c'est pas ton problème. Toi, t'as fait ce qui était juste, t'as fait ce qui était droit. Mais le plus important, Rabotaï, pourquoi c'est important d'être propre aux yeux des hommes? D'être bien. Parce qu'on l'a dit, si malheureusement, les gens te portent des soupçons, qui ne sont pas éclairés sur toi. Même s'il connaît la vérité, il dit, mais pourquoi toi-même tu n'es pas propre aux yeux des gens? Ça me dérange, moi, que les gens pensent du mal sur toi. Encore une fois, on parle pas de quelqu'un on parle pas de quelqu'un qui fait tout bien. On dit, un mec qui fait un peu le fou. Il fait plein de combines pas claires. Hachem, il dit, mais pourquoi est-ce que tu laisses des mauvaises traces comme ça? Ça me salit à moi à travers toi. Et tu dois t'efforcer d'être propre aux yeux des gens pour être propre aux yeux d'Hachem. Chazak à tous, Baruch Adonai Olam, Amen, Amen. Amen. אם לא נשכח תמיד